Discours libéral musclé ce matin à Charleroi du président du PRL, Louis Michel. Deux idées forces soutenaient son discours. Le président du PRL s'est prononcé pour l'Union des travailleurs, contre la lutte des classes, pour l'action et contre les lamentations qui sont trop souvent, selon lui, le discours des socialistes. Mais ce matin à Charleroi, le PRL constituait également 16 associations professionnelles. Pourquoi ces associations et pourquoi en annoncer la création le 1er mai ? Bien sûr, c'est symbolique puisque nous considérons qu'aucun parti, aucune tendance politique n'a le monopole ni du cœur ni du travail. Le 1er mai, c'est la fête de tous les travailleurs et nous voulons indiquer, notamment par la constitution de 16 associations à caractère professionnel, nous voulons indiquer que les travailleurs, ce n'est pas une race d'hommes et de femmes exclusifs, ce n'est pas un secteur particulier, ce n'est pas une classe sociale. Les travailleurs, c'est les cadres, c'est les indépendants, c'est les ouvriers, c'est les enseignants, c'est tous ceux qui, dans une société, travaillent ou veulent travailler. C'est tous ceux, en fait, qui s'assument et qui, finalement, entretiennent ou construisent la richesse d'une société et d'un pays. Et oui, et 36 ans plus tard, nous sommes encore présents, toujours là pour fêter et remercier l'ensemble de ces travailleurs en ce 1er mai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce traditionnel rendez-vous annuel. Et cette année encore, l'ensemble des travailleurs, nos ministres, nos députés et nos élus en région ont travaillé toute l'année durant pour améliorer chaque jour un petit peu plus la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette édition 2021. Vous le verrez, plusieurs nouveautés en plus d'être en direct sur Facebook. Nous le sommes sur Twitter, sur Twitch ou encore sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter ce direct en nombre. Envoyez-nous également toutes vos questions. Nous y répondrons lors de la séance questions-réponses en fin de 1er mai aux côtés d'Egbert Lacarte et de Georges-Louis Boucher. Alors je vous parlais de nouveautés et vous allez vite comprendre pourquoi. Ce rendez-vous sera agrémenté de duplex. Nous rejoindrons par paire de ministres des entrepreneurs, des indépendants, des sportifs, des représentants du secteur culturel aux 4 coins de la Wallonie. Nous irons à Namur, à Frameries, à Spa et à Mont-Saint-Guibert. Dans quelques instants aussi démarrera notre tout premier débat ici en plateau à Bruxelles. On évoquera les libertés avec, vous le verrez, ce sujet a-t-il été assez considéré durant cette crise? Et puis le deuxième débat de la matinée, lui, traitera de la jeunesse. Les jeunes ont-ils été les véritables victimes durant cette pandémie? Vous verrez tout cela dans quelques instants. Et puis vous vous reconnaîtrez peut-être aussi car nous sommes partis avec mon collègue à votre rencontre dans les rues de la capitale pour connaître un peu votre perception sur la crise actuelle. Ne manquez pas en fin de 1er mai le discours de notre président Georges-Louis Boucher. Il reviendra sur les perspectives d'avenir et puis juste après, le groupe montois Lemon Straw viendra ici en plateau à Bruxelles vous interpréter un titre. Dans quelques instants, c'est Sophie Wilmès qui viendra faire son discours. Mais avant, il est temps d'entamer les festivités avec un petit retour en arrière, un an de crise et d'aide à tous les secteurs. C'est tout de suite en images. Alors Première ministre depuis le 27 octobre 2019, en remplacement de Charles Michel devenu président du Conseil européen, Sophie Wilmès est à la tête de l'exécutif belge depuis près de 5 mois lorsque le pays bascule dans une des crises les plus graves de ces dernières décennies. Le royaume entier s'apprête alors à combattre un ennemi, le Covid-19. Le 17 mars 2020, le président du MR, Georges-Louis Boucher, poussant alors la délégation libérale, permet la mise en place du gouvernement Wilmès II. Cet exécutif, de plein exercice et à tendance libérale, gérera la crise durant près de 6 mois, avec des portefeuilles ministériels tels que le budget, les classes moyennes, indépendants et PME, les affaires sociales, les finances ou encore les affaires étrangères. Les libéraux n'auront cessé de se battre aux côtés de notre personnel soignant, proche de nos acteurs économiques et à l'écoute de notre jeunesse. Pour faciliter la relance, nos ministres ont proposé et proposent encore aujourd'hui des aides concrètes destinées à toutes les personnes touchées par la crise économique. Au niveau des mesures fédérales, le droit passerelle et le double droit passerelle de crise a été et est destiné à tous les indépendants dont l'activité a été interrompue à cause du virus. Le montant des dépenses totales dépasse désormais les 3,9 milliards d'euros et le montant des dépenses liées au double droit passerelle d'1,37 milliard. Le report des cotisations sociales et des charges pour les entreprises, l'ajournement de la TVA pour les assujettis ainsi que sa diminution à 6% pour les services de restaurant et de catering, ou encore le report de paiement en matière d'impôts.
Notons également les aides fédérales suivantes, l'augmentation du quota des heures étudiantes pour stimuler ces jobs, le soutien aux chômeurs dit Corona, le congé parental Corona pour les employés ou encore l'offre de 8 séances de soins psychologiques entièrement gratuites pour les travailleurs indépendants, car oui, la santé mentale est aussi un combat du MR. L'ensemble des ministres libéraux se battent quotidiennement dans cette crise. Alors oui, les aides ne comblent jamais entièrement tous les besoins, mais avec les libéraux, le combat est de chaque instant. Des aides justes et égales à l'impact vécu est le cœur même de l'action libérale. Les ministres régionaux et communautaires ont eux aussi œuvré durant cette crise. Notons à ce propos les actions en Fédération Wallonie-Bruxelles pour maintenir un enseignement de qualité avec l'ouverture des écoles ou encore l'accès aux universités. Les indemnités en Wallonie pour les secteurs impactés et fermés ou encore un soutien important au secteur sportif grâce à une enveloppe de 24,5 millions d'euros aux clubs sportifs pour leur permettre de pérenniser et de relancer leurs activités. En parallèle de la crise sanitaire, la crise politique. Après l'une des phases politiques les plus complexes qu'ait connue notre pays, Georges-Louis Boucher, ex-informateur royal, a permis la mise sur pied du nouveau gouvernement fédéral. Le président du mouvement réformateur boucle alors un accord de gouvernement fort, composé de thèmes importants pour nous, libéraux. En son sein, des points tels que le volet sécuritaire avec une tolérance zéro à l'égard de nos forces de l'ordre, la proposition d'un statut pour les artistes aux avant-postes dans les semaines à venir, ou encore la digitalisation de la justice. Dans cette crise, le MR a également plaidé pour une évolution des stratégies dans la lutte contre la pandémie. À ce titre, les libéraux ont proposé des phases tests pour les restaurants et les concerts. D'ailleurs, c'est chose faite. Depuis le début de cette pandémie, le Parti libéral est la seule formation politique à être restée fidèle à ses principes, à ses propositions. Pour les libéraux, la cohérence est au cœur du combat. Nos ministres se sont battus et se battront encore et toujours pour tous les acteurs de notre société. Le MR a toujours fait en sorte, malgré le Covid-19, d'être innovant et de protéger les plus vulnérables. Le retour des libertés évolue grâce au mouvement réformateur. Alors plus que jamais, soyons fiers d'être des libéraux. Place donc à ce premier discours du 1er mai. Et Sophie Wilmès, notre ancienne Première ministre, actuelle vice-première et ministre des Affaires étrangères, vient de s'installer derrière son pupitre. Sophie Wilmès, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi matin et d'ouvrir avec vous le congrès du 1er mai du mouvement réformateur. Cette année encore, nous avons dû faire preuve de créativité pour maintenir ce rendez-vous, car on y tient, notre 1er mai libéral. Mais la lutte contre le Covid-19 n'est pas encore terminée. Nous devons continuer à être prudents. En tout cas, il me tarde de vous revoir toutes et tous, militants, sympathisants, élus libéraux, et de revivre à nouveau le plaisir d'être ensemble. Vous nous manquez, vous me manquez, mais je suis certaine que nous nous retrouverons très bientôt. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ça fait plus de 30 ans que nous célébrons la fête du travail. C'est notre façon de rappeler que le MR sera toujours du côté de celles et ceux qui travaillent ou qui veulent travailler, de celles et ceux qui ont travaillé et qui profitent aujourd'hui d'un repos bien mérité, mais aussi de celles et ceux qui vont travailler, nos étudiantes et nos étudiants. Les libéraux sont profondément attachés au travail car nous savons qu'il est vecteur d'émancipation sociale et économique et par conséquent vecteur de liberté. Bien loin de la vision étriquée de certains, nous savons qu'il peut être aussi source d'épanouissement personnel. Nous connaissons toutes et tous des indépendants, des commerçants, des employés, des fonctionnaires, des entrepreneurs qui nous parlent avec enthousiasme de leur métier ou encore avec passion. Ils ont trouvé dans leur travail un moteur quotidien, une source de motivation, de bonheur et un moyen de contribuer à la vie de la société tout en subvenant à leurs propres besoins. C'est aussi cela que l'on célèbre chaque 1er mai. Chacun d'entre vous et chacun d'entre nous est à un moment différent de son parcours professionnel. Et pourtant, nous avons toutes et tous été touchés d'une manière ou d'une autre par la crise sanitaire. Je pense d'abord à celles et ceux qui ont perdu leur emploi. Je pense aussi à celles et ceux qui ont dû arrêter leur travail alors que nous avons essentiellement besoin d'eux, de leur secteur dans notre quotidien. Avec le virus se propagent
également la détresse socio-économique et c'est pourquoi nous avons très vite et dès le début de la pandémie activé des aides, des mesures de soutien. En tout, 25 milliards ont été mobilisés par l'État fédéral tout au long de la crise pour en amortir les effets. Cette aide ne peut pas s'arrêter demain car nous devons également soutenir les secteurs qui reprennent afin d'éviter le contre-coup de la crise. C'est d'ailleurs tout le sens du dernier paquet de mesures fédérales que nous venons d'adopter en perspective de la réouverture tant attendue des terrasses et qui comprend entre autres la TVA à 6% dans l'ORECA et le maintien du double droit passerelle. Les libéraux ont porté ces deux propositions avec force et en particulier, je tiens à le souligner, notre ministre des Indépendants et des classes moyennes, David Clarinval. Ainsi, nous maintiendrons le filet de sécurité tissé avec les entités fédérées sous les leaderships de nos amis Willy Borsu et Pierre-Yves Geolet, accompagnés bien sûr des autres ministres libéraux, mais aussi et surtout avec les pouvoirs locaux. Chacun, à son niveau, a travaillé à dégager des solutions pour répondre à la crise. Et j'en garde l'image d'un pays tout entier qui s'est fortement mobilisé, qui a collaboré, qui s'est montré solidaire. Et pour être honnête avec vous, j'aurais souhaité que cette volonté de travailler ensemble ait aussi animé tous les interlocuteurs sociaux lors des négociations autour de l'accord interprofessionnel. De même, je dénonce l'irresponsabilité de ceux qui, au lieu de soutenir le dialogue et la recherche de solutions, préfèrent jouer la carte des va-t-en-guerre, quitte à mettre fin à la paix sociale. Or, notre pays, les Belges, ont plus que jamais besoin de rester unis. Certains d'entre nous n'ont pas arrêté le travail, mais ils sont obligés de le faire à distance. Le télétravail, jusqu'ici volontaire et ponctuel, est maintenant contraint et permanent. Cela représente au final un fardeau psychologique et social pour beaucoup. Il y a aussi des travailleurs qui continuent de se rendre sur leur lieu de travail parce que leur fonction l'exige. Et si certains le vivent comme une chance, c'est vrai, d'autres ont dû faire face à une charge de travail plus importante, alourdie parfois aussi par la peur d'être contaminés. En fait, ces différentes situations ont un point commun. Elles démontrent que le bien-être au travail est un enjeu prioritaire pour ces prochaines années, aux côtés de la création et du maintien de l'emploi. Nous serons toujours plus nombreux à vouloir retrouver le juste équilibre entre nos différentes sphères de vie, entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Et c'est plutôt une bonne chose. Nous devons donc envisager un rapport au travail plus souple, plus moderne, une manière d'envisager le travail qui est plus en phase avec nos aspirations profondes et un mode de fonctionnement qui nous laisse aussi le temps de nous former. J'ajouterai par ailleurs que ces changements doivent également porter les améliorations légitimes et tant attendues en matière d'égalité hommes-femmes dans le milieu du travail. Nous voulons avancer de manière significative sur ces sujets tels que l'écart salarial, l'accès au marché du travail, l'accès à un temps plein ou encore le plafond de verre. Chers amis, cela fait 1 an que nous luttons avec force contre l'épidémie. Notre courage peut s'épuiser, tout comme notre résistance. La santé mentale des Belges en souffre et c'est une vraie préoccupation. Il est maintenant indispensable que nous puissions progressivement reprendre le cours de nos vies malgré le virus. Avec la plus grande prudence, bien sûr, mais certainement avec détermination. Reprendre le chemin des libertés, c'est aussi une manière de retrouver l'espoir pour les uns, de retrouver l'envie de se battre pour les autres. Le MR l'a compris et c'est pourquoi nous avons tant insisté pour que soit opéré un changement d'approche dans la gestion de la crise. C'est un changement d'approche, en fait, qui prend mieux en compte l'aspiration de la population, sa santé psychique aussi, et qui implique davantage le Parlement dans la prise de décision. C'est un changement qui cherche à calibrer les mesures pour ne plus opposer des pans entiers de notre société à d'autres. Et dans ce domaine, les événements tests que nous avons réclamés sont également une partie de la solution. Non seulement ils prépareront la reprise, mais surtout, j'insiste, surtout, ils doivent nous permettre d'affiner nos connaissances et nos protocoles pour qu'une fermeture radicale d'un secteur tout entier ne soit plus nécessaire, même si l'épidémie devait reprendre. Il y a un autre point dont je voudrais brièvement vous parler aujourd'hui. Il s'agit des malades du Covid long. C'est un phénomène qui est encore un peu connu ou pas assez connu, bien qu'on en entend parler, sauf bien sûr pour celles et ceux qui le vivent au quotidien, comme un rappel douloureux de l'épreuve qu'ils ont traversée.
Je m'inscris totalement dans la résolution qui a été adoptée en commission santé au Parlement avec la contribution du MR. Nous devons nous saisir de cette question pour concrétiser cet accompagnement, car ce sont des femmes et des hommes qui souffrent au quotidien et qui, pour certains, ne peuvent même pas retourner au travail. Enfin, un dernier mot à l'intention de nos travailleurs de demain, nos jeunes, dont l'année se terminera bientôt. Je sais que beaucoup d'entre vous, nous regardent et vous allez clôturer votre deuxième année académique en période de crise. Vous avez aussi, vous aussi, connu des conditions difficiles et ce, malgré, j'en suis sûre, tous les efforts de vos professeurs. Et c'est certainement pas facile de trouver encore de la motivation dans ces circonstances. Mais n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que vous pouvez être fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli depuis plus d'un an. Puisez, allez chercher dans ces ressources et dans la promesse d'un été plus libre pour entamer positivement cette dernière ligne droite pour laquelle je vous souhaite de tout cœur le meilleur. Chers amis, c'est un programme très complet et intéressant que vous a préparé l'équipe du MR aujourd'hui et j'espère que vous passerez un bon moment. Je vous souhaite évidemment une très bonne fête du 1er mai. Continuez de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de loin, à nouveau, je vous embrasse. Merci beaucoup à Madame Wilmès pour ce discours. Merci Madame Wilmès pour ce discours. Alors, à côté des discours, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y aura notamment des duplex et des débats. La liberté est le thème de ce tout premier échange. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce droit fondamental. A-t-il assez été pris en compte? La santé au profit de la liberté? Voilà des questions auxquelles nos invités de ce premier débat tentent de répondre. Bonjour, Fergan Aziari, vous êtes journaliste français et analyste politique. Vous collaborez régulièrement avec divers médias et think tanks libéraux français et américains pour promouvoir notamment une culture favorable à l'économie du marché. Merci d'être avec nous. J'accueille aussi à distance Monsieur François Jomène. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et également enseignant à Sciences Po. Merci d'avoir répondu présent. On va commencer avec vous, Fergan. Vous avez publié une tribune récemment où vous dénoncez l'autoritarisme sanitaire. Pensez-vous, c'est la question que je vous pose, que l'on n'a pas assez évalué les dangers d'une suspension des libertés par rapport au risque réel de ne pas prendre de mesures ? Oui, je pense que c'est tout à fait le cas, c'est-à-dire que pendant un an, nous nous sommes attachés au risque de la liberté individuelle, mais nous avons complètement ignoré ceux de sa suspension. C'est ce que j'appelle le précautionnisme étriqué, avec une opposition, je crois, assez fallacieuse. Vous savez, l'opposition liberté, sécurité, liberté, santé, je crois que c'est la défaite d'une certaine pensée occidentale. On revient finalement à une conception assez hobbesienne de la politique. Vous savez, Thomas Hobbes, c'est ce philosophe anglais du XVIIe siècle, qui me disait que pour assurer la sécurité du corps social, le Léviathan était légitime à revendiquer un pouvoir quasi absolu sur ces sujets. Or, toute la pensée politique moderne prend le contre-pied de cette vision en rappelant que la liberté n'est pas l'ennemi de la sécurité, mais est en fait la condition de la sécurité. Vous savez, Montesquieu disait par exemple que la sûreté d'une nation dépendait de la bonté des lois criminelles, c'est-à-dire que la liberté est la condition de la sécurité et même de la santé. Je ne crois pas, vous savez, à cette opposition entre liberté et santé qu'on fait depuis un an, voire à cette opposition entre l'économie et la santé. Pour ma part, je ne connais pas une nation, finalement, où la santé ne soit pas subordonnée à la liberté de subvenir à ses besoins. Pour grossir le trait, je prends cet exemple. Vous savez, si en Afrique subsaharienne, on vit 20 ans de moins en général que dans les nations occidentales, c'est bien parce qu'on est plus pauvre et bien parce qu'on est moins libre de subvenir à nos besoins. Récemment, l'ONU déclarait que les mesures sanitaires prises à l'échelle mondiale avaient augmenté le nombre de pauvres de 500 millions de personnes. Combien d'années de vie a-t-on ôté
à ces gens qu'on a replongés dans l'indigence? Est-on sûr finalement qu'on a fait plus de bien que de mal? C'est cette question que je pose et à laquelle malheureusement pas beaucoup de gouvernements ont répondu à travers la planète. Merci beaucoup Fergan pour cette réponse. On va passer chez vous, Monsieur Gemène. Partagez-vous le constat que vient de donner Monsieur Azari ici en plateau? Oui, je serais assez d'accord pour dire que l'opposition qu'on fait souvent entre liberté et sécurité est un peu artificielle et qu'effectivement, la liberté est la garante de la sécurité. Mais je pense que ça peut se voir aussi dans l'autre sens. C'est que la sécurité est évidemment la garante de la liberté. On se rend bien compte que dans aucune société, les libertés ne peuvent être absolues et que quelque part, il importe effectivement de brider certaines libertés des uns de manière à pouvoir garantir certaines libertés collectives. La grande question, je crois qu'il faut se poser, c'est la question de la proportionnalité, c'est-à-dire est-on bien sûr que les restrictions de liberté qu'on a imposées durant la pandémie étaient proportionnelles à l'objectif qu'on souhaitait atteindre et est-on bien sûr qu'elles étaient légitimes? Alors, sur ces deux questions, il me semble qu'il faut répondre par la négative dans certains cas, malheureusement. Je pense qu'il y a parfois eu un vrai problème de proportionnalité, notamment parce qu'on s'est souvent tracassé de savoir quel secteur, quel type de population les privations de liberté allaient toucher, plutôt que de s'interroger sur la gravité et la proportionnalité de la privation de liberté. Je prends l'exemple qu'on a connu en Belgique de l'interdiction des voyages à l'étranger. Voilà une restriction de liberté, à mon avis, très très grave, puisqu'elle va directement à l'encontre de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, on a considéré que c'était une privation de liberté relativement minime, puisqu'après tout, ça allait simplement empêcher les riches bourgeois de partir en vacances au sport d'hiver. Alors que pour moi, il s'agissait d'une privation de liberté extrêmement grave, et symboliquement extrêmement grave, et on n'a pas eu de réflexion sur la proportionnalité. Sur le deuxième aspect, sur la question de la légitimité, là je crois qu'il y a eu aussi un grave problème du fait que ces mesures étaient décrétées en Belgique par arrêté royal ou par arrêté ministériel et n'avaient pas toujours l'aval du Parlement. Ça pouvait se comprendre au moment de l'urgence et du premier confinement, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il aurait fallu mettre en place une loi pandémie bien avant, il aurait fallu faire avaliser ces restrictions de liberté par le Parlement et je pense que ça aurait permis aussi qu'elles soient davantage acceptées par la population et donc davantage limitées dans le temps. François Gemène pour ces explications. Merci Fergan Aziari. Merci à tous les deux d'avoir été présents pour ce tout premier débat. Alors ils nous attendent et sont prêts depuis quelques dizaines de minutes. Je sais que ma collègue Laura Hidalgo trépigne d'impatience de nous recevoir. Direction Namur pour notre premier duplex au sujet de l'Horeca en compagnie d'un jeune restaurateur récemment étoilé et de nos ministres David Clarinval et Willy Boursu. Namur, c'est à vous. Bonjour Kassem, bonjour à tous. Et voilà, ici nous sommes à Namur devant le restaurant Attablez-vous de Charles Gendrin. Et comme bon nombre de ses homologues, la crise Covid aura impacté, on y reviendra. Et à ses côtés, nous avons M. Clarinval, ministre des classes moyennes et des indépendants, ainsi que le ministre Willy Boursu, vice-président du gouvernement wallon et ministre de l'économie. Alors, ma première question, elle ira à M. Gendrin. Alors, votre restaurant est depuis janvier dernier étoilé Michelin, donc félicitations. Mais alors, on pouvait se dire comment vous vous êtes adapté face à la crise. Avez-vous su mettre en place un service à emporter? Oui, dès le premier jour du confinement, on a développé le takeaway, ce qui nous a permis de continuer à travailler, d'être proche de notre clientèle. On a également fait un food truck éphémère. Donc, on est resté très actif malgré la situation. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, Monsieur Clarinval, vous l'entendez bien, on est devant un restaurant, alors que ça veut dire un indépendant qui emploie du personnel. Alors, ma question, c'est, on a le droit passerelle et le double passerelle, et concernant la restauration, vous avez pu faire quelque chose pour soulager ce secteur? Mais oui, la situation pour les indépendants en général est très difficile actuellement, et pour les indépendants et les travailleurs de l'Horeca en particulier. Et donc, nous avons travaillé au gouvernement de telle sorte, tout d'abord, à maintenir les mesures de soutien qui étaient en place, notamment la double passerelle,
Mais on a aussi récemment déposé un nouveau paquet de mesures pour près d'1 milliard d'euros. Et ce sont de nouvelles mesures de réouverture. Il y a tout d'abord la TVA à 6% pour l'ORECA, la nourriture, mais aussi l'alcool. Il fallait aussi penser aux cafés qui ne vendent pas de nourriture, donc il était important de soutenir aussi le secteur des cafés. On a aussi, pour les établissements qui ont du personnel, prévu des diminutions de cotisations au NSS, de telle sorte à ce que la reprise de leurs travailleurs soit moins coûteuse et qu'ils puissent avoir des liquidités pour pouvoir faire face à cette crise. On est intervenu dans la prise en charge des congés payés. Donc, c'est l'État qui va payer les congés payés parce qu'il faut aussi soutenir les travailleurs du secteur qui ont droit à avoir leur dû. Enfin, on a veillé à ce qu'il y ait 125 heures de travail d'étudiants en plus pour pallier à la disparition d'une partie des travailleurs qui n'ont pas pu attendre et qui ont trouvé d'autres travail ailleurs. Et donc, toutes ces mesures visent à vraiment soutenir l'ORECA dans la réouverture pour pouvoir leur apporter un soutien important. Merci pour votre réponse. Alors, Monsieur Borchu, petite question. Donc, la santé de la population est une priorité, mais aussi celle de nos entreprises. En tant que ministre wallon du budget, comment peut-on assurer la vie de nos entreprises? Comment être certain qu'elles ne seront pas en faillite? Je pense tout d'abord qu'il faut poursuivre, puisqu'on n'est pas encore au bout de la crise, les dispositifs d'indemnité et d'aide. Concernant le secteur HoReCa, hôtel, restaurant, café, nous avons 4 indemnités qui ont été déjà décidées, une 5e qui va ouvrir très prochainement, une disposition spécifique pour les hôtels. C'est important, rien que ce secteur, nous le savons, c'est 17 000 entreprises, 36 000 emplois, plus des emplois indirects, par exemple. Et puis, ça représente beaucoup dans la vie des gens, dans la vie de la société, dans l'animation de nos quartiers. Il faut effectivement pouvoir poursuivre avec ces différents éléments de soutien. Aussi restaurer la confiance qui permet à la fois aux entreprises en général, mais aux particuliers de réinvestir, de consommer à nouveau et de pouvoir ainsi réalimenter la pompe économique. On le voit, mais des programmes spécifiques alors de soutien et d'investissement à travers notamment Ghetto Wallonia sont aussi maintenant sur la table, si vous me permettez l'expression, parce que cette relance, elle passe aussi par des décisions qui vont alors pouvoir me semble-t-il, permettre à l'activité de se redéployer. Mais il y a un élément évident, qui est, pour ce secteur comme pour d'autres, c'est pas à pas de pouvoir reprendre leurs activités plus normales avec les protocoles, avec les dispositifs de précaution, de manière à ce que les gens puissent retrouver à la fois leurs établissements, leurs entreprises, mais aussi pour les entreprises concernées, une activité plus normale malgré le virus. Merci au ministre d'avoir répondu à mes questions. Et donc, nous espérons une ouverture prochainement, le 8 mai, des terrasses de l'ORECA. Et je redonne la parole à Kassem. Merci beaucoup Laura. Alors c'est vrai que moi je suis assez jaloux parce que je vois qu'il fait plein soleil chez vous et nous ici on est en studio. Mais merci pour ce chouette duplex. Alors au-delà de l'impact économique de cette crise sanitaire, il y a aussi l'impact psychologique du Covid-19. Nous sommes partis, mon collègue et moi, il y a quelques jours à votre rencontre dans les rues de la capitale pour tout simplement savoir comment vous allez. C'est tout de suite en images. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, donc le confinement et tout, est-ce que ça vous a déprimé, vous, en tant que Belge ? D'une certaine façon, oui, parce qu'on se sent complètement renfermé chez soi. On ne vit plus, en fait, à la limite. On n'a plus rien pour vivre, on survit, en fait, je pense. Ah, c'est tous les collègues et autres personnes que je connais qui sont dans cette situation-là. Oui, c'est ce qu'on se dit, ça devient fort déprimant, rester chez soi à la maison, ne pas travailler, le manque d'activité. J'ai des contacts téléphoniques avec mes amis. Mais disons que ma famille me manque. Oui. Et monsieur, vous, votre santé mentale, est-ce que vous êtes un peu déprimé ou ça va ? Non, pas du tout. Non, je crois que c'est une fatalité de la nature. Et on fait avec. Et le fait d'avoir été isolé de vos proches, de vos amis Non, pas trop. Et ça vous a déprimé de manière générale alors, Même longtemps qu'on est là-dedans, donc ouais. Et vous, depuis le Covid, est-ce que vous êtes déprimé ou pas trop ? Pas du tout. Non ? Non. Pourquoi ? Parce que je me sens très bien, moi. Vous avez continué à mener une vie normale ou vous vous êtes isolé ? Non, je vis une vie tout à fait normale. D'accord. Est-ce que ça vous a attristé d'être loin de vos amis, de votre famille ? C'est le gouvernement qui nous a déprimés. Hein. Pardon ? C'est le gouvernement. Hein. Mais avec des mesures de sécurité qu'ils ont pris en place, qui ont fait la séparation, ça veut dire qu'on est divisé. D'autres gens, ils vivent de l'autre côté, les autres vivent dans un autre monde, donc c'est différent. À part que ça a changé mes habitudes de sortie, mais autrement sans plus. Quoi, non. Vous allez bien, quoi ?
Oui, ça va, oui. Et ça vous a déprimé ou pas un peu le Covid? C'est ça que je veux savoir. Bien sûr que c'est un abattement, bien sûr, absolument, c'est un abattement pour tout le monde, quoi. Mais maintenant, c'est bon. Ouais. C'est fini, il y en a marre. Tout le monde, ils sont stress. Parce que, tu imagines, ça fait presque un an et quelques, la fermeture. Là, on tombe de très haut. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont tenir et comment on va tenir, bien sûr. Et voilà, quoi. Et on l'a vu dans ce micro-trottoir, des jeunes au cœur de cette crise, il y a la jeunesse. On l'entend, la voix, elle se manifeste et c'est normal. Alors les jeunes ont-ils été plus touchés par cette pandémie? Comment ont-ils ressenti cela? Quelles sont leurs perspectives et leurs souhaits? Nos deux nouveaux invités en plateau sont là pour exprimer leur point de vue et raconter leur vécu. Bonjour Sami Larvaoui, vous êtes président du COT citoyen. Vous avez signé notamment une tribune récemment dans La Libre. Vous connaissez la vie étudiante mieux que quiconque. Dans cette opinion, vous parlez d'une jeunesse sacrifiée. Vous pensez, Sami, réellement que cette jeunesse a été sacrifiée? Vous savez, au début, je n'étais pas d'accord avec ce terme de jeunesse sacrifiée. Je trouvais ça assez exagéré que des jeunes puissent se plaindre quand on voyait le nombre de cas et de décès augmenter tous les jours. Je me suis rendu compte que ma réalité, celle d'habiter avec 10 personnes pendant mes confinements, 10 amis, n'était pas celle de tout le monde. Et voir les images de centaines de jeunes faire la file pour décrocher un colis alimentaire, voir les cas de dépression, de décrochage scolaire, qui pouvaient parfois mener jusqu'au suicide, ça m'a fait réaliser qu'il existait une autre réalité, loin de la mienne, certes, mais qu'il était urgent de s'y intéresser. Et la jeunesse a rarement été entendue et écoutée pendant ce confinement. Et loin de moi l'idée de blâmer Mme Glatini, qui, je sais, elle s'est battue pour les étudiants supérieurs, mais malheureusement, elle a très rarement été écoutée. Pensez-vous qu'il aurait fallu adapter des politiques de responsabilisation envers vous, les jeunes? Les jeunes sont responsables. Pendant le premier confinement, on nous a demandé de ne pas sortir, de ne pas voir notre famille, comme au reste de la société d'ailleurs. Mais on l'a fait. Je ne connais pas un jeune qui n'ait pas respecté ces règles. Un an plus tard, devant l'oubli gouvernemental, les jeunes, et je n'ai pas honte de dire que j'en fais partie, ont commencé à sortir, à se revoir, à parler, à s'enlacer, parce que c'est ça la vie. Et si on nous avait permis un minimum de lien social en ouvrant par exemple les auditoires, au lieu de nous enfermer chez nous, à coups de couvre-feu et d'amendes, ce système répressif il a uniquement découlé sur les rassemblements qu'on voit aujourd'hui pour la jeunesse, le secteur Horeca qui décide d'ouvrir ses portes une semaine avant la date prévue, le secteur culturel qui a déjà rouvert ses portes hier, et voilà le résultat de l'oubli de cette génération. Brièvement, vous admettez tout de même que les autorités politiques ont un rôle à jouer et ce rôle n'est pas évident tous les jours. Oui, ça c'est indéniable. Et je n'aimerais pas être à leur place en ce moment. Ils doivent réussir l'exercice de trouver l'équilibre entre lien social, entre santé mentale, et la santé. Je suis peut-être un peu utopiste. Moi, je crois encore aux politiciens. Je crois aux représentants de la société civile qui font passer l'intérêt commun avant l'intérêt personnel. Mais ce n'est pas non plus en se passant du contrôle parlementaire pour faire adopter les lois, les décrets que l'on souhaite, qu'on arrivera à retrouver l'adhésion de la société et surtout à réconcilier politique et jeunesse. Merci Sami pour cet avis bien tranché. Ibrahim Ouassari, merci d'être avec nous. Alors les jeunes, vous les connaissez, vous gérez une école de codage pour jeunes qu'on ne présente plus, Molengeek. Vous venez d'être nommé d'ailleurs par le magazine Weird parmi les 32 innovateurs qui construisent un avenir meilleur au niveau mondial. Félicitations pour ça. Ibrahim, pensez-vous que les jeunes peuvent jouer un rôle par rapport à cette crise, vous qui avez un parcours atypique? Ils ont un rôle énorme à jouer par rapport à cette crise, c'est juste qu'on ne les implique pas pour le moment. Moi, à la différence de Sami, j'ai une autre catégorie de jeunes. C'est des jeunes qui sont déjà disponibles sur le marché du travail. C'est des jeunes qui n'ont parfois aucune indemnité salariale. C'est des jeunes qui se retrouvent, sans rien. Et avec le confinement, ils avaient juste la solution de livraison de plats à domicile pour pouvoir se faire un peu d'argent. Et donc voilà, ça commençait à devenir un marché qui se déployait, mais aussi un marché saturé. Et ce n'est pas quelque chose qui valorise énormément quand on est disponible sur le marché de l'emploi, de se retrouver à livrer des plats à vélo. Et si vous aviez été à leur place il y a 20 ans, qu'auriez-vous fait aujourd'hui? Si j'avais été à leur place il y a 20 ans, je ne sais pas si j'aurais eu beaucoup le choix. En fait, on ne leur a pas laissé beaucoup le choix. Comme disait Sami, on les a menacés à coups d'amende. Et donc, c'est très, très difficile de développer, d'innover, d'essayer d'amener des solutions quand les règles sont très restreintes.
Donc, heureusement, je ne suis pas à leur place. Nous, on a essayé de s'adapter à Molenbeek. On a fait un appel aux dons de PC. On a essayé de fournir des PC aux jeunes qui devaient avoir e-learning, mais qui n'avaient pas d'ordinateur. On a essayé d'amener notre plus parce qu'on pouvait se le permettre, mais eux, comment, moi je me mets à la place des jeunes, comment on fait quand on est un jeune, qu'on n'a aucune indemnité quelconque, qu'on n'a plus de formation, qu'on doit avoir cours dans sa cuisine ou dans son salon avec ses petits frères et petites sœurs. C'est très difficile à surmonter, il n'y avait pas vraiment de solution. Je pense que certaines règles ont été pensées, ont été mises en place pour le bien de tous, mais elles ont été pensées avec un prisme de personnes qui vivent dans de gros appartements ou de villas à 4 façades. On comprend bien, évidemment, vos témoignages. Samy, merci. Ibrahim, merci. Évidemment, le temps presse. On pourra encore en parler des heures. Place maintenant donc à notre deuxième duplex. Je vous emmène du côté de Frameries, dans le Hainaut, pour partir à la rencontre de notre nouvel invité et de nos deux ministres. Valérie Glatini et Jean-Luc Cruc sont reçus par Tom Cocu au Rugby Club de Frameries. Ils parleront évidemment sport, jeunesse, enseignement supérieur. Aimé, si tu me reçois, c'est à toi. Salut Kassem et bonjour à tous. De notre côté, effectivement, nous sommes à Frameries au rugby club de la commune et c'est Tom Coq qui nous accueille ici. Il est directeur sportif. Merci Tom. Et aussi en duplex, également, nous avons Madame Valérie Glatini, ministre de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. Et aussi avec nous, Monsieur Jean-Luc Cruc, ministre wallon du budget et des financements, des infrastructures sportives et des aéroports. Alors, Tom, merci de nous accueillir ici. C'est vrai qu'il est impossible d'être inventif au niveau rugby, parce que le rugby, c'est vraiment le club de contact par excellence. Et c'est vrai qu'il est impossible de respecter les règlements sanitaires. Les règles sanitaires. Alors, le rugby est un sport, en fait, c'est plus qu'un hobby, c'est une passion. Et pouvez-vous en fait nous indiquer quelle place occupe le sport dans votre vie et c'est à quoi vous aspirez dans les prochaines semaines? Donc bonjour et merci pour cette invitation. Le rugby occupe une place assez grande dans ma vie, mais aussi dans celle de tous les licenciés du club et de la fédération générale. Donc le sport est super important parce qu'il permet de garder un contact social. Et donc voilà, ça occupe une place assez importante. Et pour la deuxième question, en fait, c'est de retrouver une vie en général la plus ordinaire possible et revenir à ce qui s'est passé il y a 2-3 ans en arrière. Et puis voilà, quoi. Et que le sport en général reprenne, les compétitions reprennent et que tous les enfants puissent continuer à faire leur passion et leur hobby. Merci Tom. Alors Madame Glatini, des millions d'euros ont été injectés dans le secteur sportif pour notamment aider les clubs. Pourrez-vous revenir sur les mesures phares, celles actuelles et celles à venir? Oui, en effet, on a dégagé des moyens significatifs pour soutenir nos clubs et nos fédérations parce qu'on sait qu'ils sont particulièrement impactés par la crise. Il y a moins de recettes puisqu'évidemment, il y a moins d'événements. Donc, nous avons également mis en place toute une série d'initiatives comme « Je me bouge pour mon club », qui est une opération qui permet à des citoyens de faire du sport et d'avoir une prime qui permet de soutenir leur club. Nous avons également lancé un grand appel à une union sacrée pour nos clubs et nos fédérations parce qu'on sait qu'il faut dépasser les niveaux de pouvoir et je suis très heureuse que par exemple mon collègue et ami Jean-Luc ait pu nous aider au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles également pour maximiser notre action. Mais je pense qu'on sait tous que l'idéal pour soutenir nos clubs et nos fédérations, c'est avant tout de permettre la reprise du sport. Et donc il y a le plan plein air qui va entrer en vigueur prochainement et nous travaillons sur des projets pilotes pour permettre cette reprise également en indoor. Et puis nous avons prévu des mesures de relance du mouvement sportif et par exemple un plan de détection des jeunes talents qui pourrait être élargi, qui existe pour l'instant pour le foot et qui pourrait être élargi également à d'autres disciplines. Okay. Merci Madame Glatini. Et par ailleurs, en tant que ministre de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, avez-vous un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui?
Oui, je passe un message aux jeunes et à nos étudiants. Je leur dis qu'évidemment, la lumière est au bout du tunnel. On leur souhaite évidemment bonne chance pour les examens, puisque les examens vont bientôt commencer dans le supérieur. Et donc, bonne chance pour la dernière ligne droite avant les examens. Merci Madame Gattini. Et Monsieur Cruc, vous êtes donc en charge des infrastructures sportives. Je crois savoir que vous avez fortement modifié le système de financement de clubs. Avez-vous un mot à dire sur cela? Bonjour, mais écoutez, on a fait deux choses. D'abord, pour être en relation avec ce que vient de dire Valérie Glattini, on a dans l'urgence débloqué une enveloppe de 25 millions d'euros au bénéfice des clubs wallons. Chaque club wallon aura 40 € par membre affilié au club, à une fédération également reconnue. Ça, c'est l'urgence, parce que, vous savez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme infrastructure, si vous n'avez plus de club, ça ne sert strictement à rien. C'est comme si on vit dans un monde de fous. Moi, de temps en temps, j'aime bien sortir d'un monde de fous. C'est ce qu'on a fait. Et puis, effectivement, pour les infrastructures, on a une nouvelle architecture. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'une infrastructure sportive soit aussi une infrastructure de vie. On y fait du sport, bien évidemment, d'abord du sport, dans toute la sécurité et le respect de l'hygiène nécessaire, mais ça doit aussi être un lieu d'accueil ouvert aux autres, ouvert sur le monde, ouvert sur la Wallonie, et surtout un lieu dans lequel il fait bon vivre. Et ça, ceux qui vont rentrer dans cette logique-là auront tous les moyens de la Wallonie pour les aider. Alors, merci à vous trois pour vos réponses et cet échange. On espère retourner dans les stades bientôt. Merci Kassem, à toi. Merci beaucoup Aimé, merci pour ce chouette duplex. Tu as très bien fait ça, ne t'inquiète pas. Merci à tous les quatre également d'avoir été présents. Alors vous l'avez entendu, et effectivement, le sport vit grâce aussi au public. Et les perspectives pour retrouver du public dans les stades, eh bien, elles se dessinent doucement. Et à ce sujet, l'une des solutions, on en a parlé pour retrouver de la foule, eh bien, ce sont notamment les concerts tests. Alors en Belgique, c'était un combat d'UMR et c'est chose faite puisque d'ici une semaine aura lieu le premier concert test de Belgique à Spa, à l'initiative donc du mouvement réformateur. Alors, vous, en Belgique, que pensez-vous de ces concerts tests? Et puis, que feriez-vous si vous étiez à la place de nos autorités au comité de concertation? Les Belges face à la crise, c'est tout de suite. Si vous étiez au Codeco, donc au comité de concertation, l'organe qui décide aujourd'hui de la réouverture des restos, des bars et tout, qu'est-ce que vous décideriez, vous, en tant que citoyen? Là, actuellement, je ne sais pas, je n'ai pas les compétences adéquates pour. Oui. Et je n'ai pas fait assez de recherches, mais... J'estime qu'on doit garder ses distances, se laver les mains, se protéger. Je suis d'accord que c'est désagréable. Oui. Ça nous change la vie et on aimerait bien que ça soit fini. Mais... Je verrai un petit peu avec ce qui se passe, ce que je pourrais décider ou pas. Parce que dire « je ferai ci ou ça », je sais par expérience que dans ma vie, combien de fois j'ai dit « oh, mais je ferai ci ou ça » et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais faire que ce que je pouvais dans la vie et pas toujours ce que je voulais. Donc je peux comprendre que les gens en ont ras-le-bol, encore un tout petit peu de patience, quelques mois peut-être, et puis à mon avis ça redémarre. On ira boire un verre ensemble, après on retournera à la vie. Voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup madame. Question madame, vous pensez quoi des concerts tests? Ils sont comme les autres, hein. Ça s'est fait en Espagne, ça s'est fait je sais pas où encore, oui. Donc ils font la même chose. Et c'est une bonne idée? Si, c'est une bonne idée. C'est peut-être le premier pas. Oui, vers la sortie. Vers la sortie, c'est ça. Okay. Ouais. C'est une excellente idée, d'autant plus je crois que ça sera surtout des jeunes qui sont là, d'autant plus que je crois que les jeunes sont sans doute plus frustrés que nous autres. Ah, moi je vais y aller. Hein. Ouais, il fallait s'inscrire, hein, c'est déjà complet. Hein. Ah zut, tant pis. Mais ouais, c'est cool. Une bonne idée selon vous et vous? Bah, pourquoi pas, hein. Mais en espérant qu'on... Ouais. Vas-y, continue. En espérant qu'on pourra reprendre une vie normale, un de ces quatre. Est-ce que c'est une bonne idée, les phases test? Vous savez quoi, on le dira après. Okay. Parce que je ne peux pas dire ce que ça va donner, hein, monsieur. Oui. Je n'ai pas de petite boule de cristal pour savoir ce qu'il faut faire ou pas, vous savez. Pour les phases test plutôt? Pour les phases test plutôt, oui. Ok, merci monsieur. Plutôt positif, hein, les Belges, donc, à l'égard de cette solution. De retour en plateau, juste le temps pour moi de céder la parole à nos nouveaux intervenants à distance. Pour ce troisième duplex déjà de la matinée, direction Spa, l'occasion de parler culture, justement, avec la bourgmestre de la ville, ainsi que les ministres Valérie Debuy et le ministre-président Pierre-Yves Géolet. Charles Gardier est aux commandes de ce duplex du côté de Spa. Vous voyez ces belles images.
Bonjour à toutes et à tous et à tous et bienvenue dans la belle ville de Spa. Je suis bien accompagné avec 3 invités prestigieux. Tout d'abord, la bourgmestre de la ville de Spa, Sophie Delettre. Il y aura également la ministre Valérie Debu, ministre du patrimoine, ministre du tourisme, ministre de la fonction publique, entre autres en région wallonne. Et puis, il y aura à mes côtés également le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je vais commencer par me tourner vers Sophie, vers notre bourgmestre à Spa, et lui demander comment elle a vécu en tant que bourgmestre d'une ville touristique majeure et du berceau du thermalisme moderne, en fait, cette pandémie, cette crise, aux côtés des Spadoises et des Spadois, et puis par rapport évidemment au volet touristique particulièrement et thermal de notre belle ville. Oui, merci Charles. En fait, effectivement, je pense qu'on a tous vécu cette crise de manière assez compliquée, mais d'un point de vue touristique, la ville de Spa a tiré son épingle du jeu sur l'année 2020, puisque une ville proche de la nature, une petite ville, et donc avec beaucoup d'activités en extérieur, on a eu l'opportunité avec la région wallonne, avec Madame la ministre, de pouvoir essayer vraiment de trouver des nouvelles activités tournées vers l'extérieur, et ça c'est important. Et puis surtout, aujourd'hui, une vision sur l'avenir, puisque Spa est candidate au patrimoine mondial à l'UNESCO. Donc, dès le mois de juillet, normalement, cette année, on pourrait voir la ville de Spa, la première ville reconnue en tant que ville wallonne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et tout ça, c'est grâce à la région wallonne, puisque c'est la région wallonne qui porte le dossier. Merci beaucoup Sophie, et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'enjeux et on n'a pas chômé pendant toute cette période de pandémie pour continuer à travailler à la ville de Spa à la relance touristique, et je me tourne évidemment vers la ministre du Tourisme. Culture, tourisme, c'est lié particulièrement à travers le patrimoine, Madame la ministre, et c'est vrai que j'ai envie de vous demander finalement quel a été l'impact de la fermeture des frontières par rapport au tourisme en général dans notre beau pays. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi finalement par rapport au fait que l'on a mis en avant, que vous avez particulièrement voulu mettre en avant la promotion touristique au niveau intra-belge? Bonjour Charles. Alors oui, comme la culture, le tourisme a été fortement impacté. C'est une part importante de notre économie. Il faut rappeler que certains hébergements sont à l'arrêt depuis plus d'1 an et que certains sites fonctionnent au ralenti. Mais en ce qui concerne le patrimoine et le tourisme, la crise a véritablement bousculé les habitudes et elle a offert de nouvelles perspectives parce qu'elle a permis à de nombreux Belges de découvrir ou de redécouvrir la Wallonie tout près de chez eux. Alors, on peut conclure qu'ils ont vécu une belle expérience parce que durant l'été dernier, la durée des séjours a été plus longue que d'habitude et la cote de satisfaction de la Wallonie dépasse les 70%, ce qui est positif. Ça a été finalement un acte citoyen finalement que de visiter notre belle région et tous ces trésors. Et alors, quels sont, Madame la ministre, chère Valérie, finalement ce qui est prévu pour continuer à accompagner évidemment cette relance touristique dont on a évidemment bien besoin? Le secteur a été impacté lourdement, vous l'avez dit. Alors, il faut capitaliser sur cette expérience et faire en sorte que la Wallonie devienne une destination de vacances de premier choix, comme ici à Spa. Et donc, nous devons poursuivre le travail avec tout le secteur pour faire en sorte que la Wallonie devienne une terre du tourisme durable. Et donc, plusieurs pistes, évidemment, prolonger la durée des séjours, faire en sorte qu'une véritable stratégie numérique soit mise en œuvre pour répondre aux attentes de la clientèle de plus en plus connectée, créer de véritables parcours touristiques basés sur l'expérience, améliorer l'accessibilité des sites et enfin renforcer cette identité touristique à travers la marque Visite Wallonia. Merci beaucoup, Madame la ministre, chère Valérie. Je vais me tourner maintenant vers le ministre-président en Fédération Wallonie-Bruxelles, mon ami Pierre-Yves Gelet. Pierre-Yves, on a annoncé récemment effectivement la tenue d'un concert test, d'un événement scientifique organisé la semaine prochaine à Spa. En tant que ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez été les premiers finalement à vouloir implémenter aussi et accompagner cette dynamique. Qu'est-ce que vous attendez au final de ces événements scientifiques et ces analyses tests? Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que la culture est essentielle pour le mouvement réformateur. On l'a démontré. Bravo d'avoir organisé ici à Spa cet événement test. Parce que cet événement test,
il a une approche scientifique. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on doit maintenant apprendre de la pandémie que l'on a connue pour éviter en fait toutes les fermetures que l'on a connues dans des tas de secteurs professionnels, bien évidemment. L'ORECA qui a autant souffert que la culture, mais aussi des secteurs autres que professionnels, des secteurs culturels, des secteurs sportifs, des secteurs événementiels. Et aujourd'hui, on ne sait pas garantir que la pandémie ne va pas encore durer quelques semaines, quelques mois, voire au-delà. Et donc, ces tests vont vraiment avoir une importance pour faire en sorte qu'on puisse continuer à avoir cette vie culturelle, sportive, événementielle, mais aussi sociale. C'est très important. C'est un retour à la vie la plus normale que l'on attend aujourd'hui. Donc, ces tests ont vraiment une importance particulière. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Et c'est vrai qu'on a besoin de sortir de la gestion de crise et d'aller vers une gestion du risque. Et je ne peux m'empêcher de penser aussi à mes collègues Philippe Daudrimont et Diana Nikolic qui réclament dans d'autres secteurs, particulièrement le sport en l'occurrence, effectivement que ces analyses scientifiques soient également tenues. Alors, en ce qui concerne la culture, elle passe évidemment par des moments extrêmement difficiles. Qu'est-ce qui va être fait encore dans les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir pour être en soutien de ce secteur particulièrement impacté par cette pandémie ? Quand vous évoquez la gestion de risque plutôt qu'une simple gestion de crise, le MR a été le premier parti politique à évoquer cela, comme les tests, comme le problème de la santé mentale, le bien-être de nos concitoyens. Aujourd'hui, la privation de liberté est très forte pour nos concitoyens, nos jeunes en particulier, nos enfants en particulier. Et donc, il est vraiment important d'avoir ce retour à la vie normale le plus rapidement possible. Et là, je pense que le mouvement réformateur a vraiment initié toute une série de concepts qui étaient importants à intégrer dans la gestion de la crise. Alors, le secteur culturel, comme d'autres secteurs, ont déjà été aidés, que ce soit par le fédéral, que ce soit par la région wallonne ou la fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que l'aide la plus importante, c'est que ces secteurs puissent rouvrir le plus rapidement possible. Et je l'ai dit, surtout si la pandémie devait encore durer, qu'on ne ferme plus ces secteurs-là. Ça, c'est la première mesure à prendre. Et puis, il y a le soutien, comme on l'a fait, à la création, à la diffusion au niveau culturel, et faire en sorte que des travailleurs, parce qu'on est quand même le 1er mai, qui ont beaucoup souffert de cette crise, puissent retrouver une vie professionnelle la plus normale et poursuivre, c'est vrai, les aides qui ont été accordées. Mais dans la culture, par exemple, il y a un secteur particulier qui nous intéresse, c'est le secteur aussi non subsidié qui souffre particulièrement aujourd'hui. Donc, nous allons évidemment poursuivre ce travail dans les semaines et les mois à venir. Eh bien, un immense merci, Monsieur le Ministre-Président, cher Pierre-Yves. Simplement envie d'ajouter, avant de vous rendre l'antenne, que j'ai vu vraiment une mobilisation absolument incroyable à tous les niveaux, au niveau local, mais au niveau du Parlement. J'ai vu des collègues se mobiliser nuit et jour, vraiment, et être aux côtés du secteur culturel. J'ai envie d'en citer quelques-uns: Jacqueline Galland, Olivier Marois, Diana Nikolic, Françoise Kepmans, Nicolas Tsané-Tatins, Rachel Sobry, Nicolas Janssen, Anne Laffu, Stéphanie Cortis ou Hervé Cornili. On a vu cette même mobilisation au niveau du Parlement fédéral avec vraiment ce débat et cette volonté du MR de mettre le statut de l'artiste en avant, et avec là aussi le soutien extrêmement précieux de la ministre. Cher Charles, je suis obligé de vous interrompre, le temps presse et nous devons avancer. Merci beaucoup Charles, merci à vos invités du côté de Spa. On enchaîne tout de suite avec un petit retour en arrière, car au-delà des concerts tests et de la culture, le MR s'est battu et se bat encore pour le statut des gamers et du gaming en Belgique. Il y a quelques jours, on organisait une grande journée consacrée à cette thématique. Et vous le verrez, le numérique et le digital sont aussi au cœur aujourd'hui de ce 1er mai. L'after-movie de notre journée spéciale gaming, c'est tout de suite en images.
Le numérique et le digital, une matière donc à part entière qui ne cesse de se développer comme on vient de le voir dans ce magnéto. Et à ce sujet, nous retrouvons pour notre dernier duplex de la journée ma chère Orane du côté de Mont-Saint-Guibert. Alors Orane, elle sera aux côtés de Benoît Depaire, son invité, et de nos 2 ministres, à savoir Isabelle Waekmans et Mathieu Michel. Voici des images de la belle province du Brabant wallon. Salut Kassem et salut à tous les invités chez vous à Bruxelles et partout en Wallonie. De mon côté, je suis en direct de Mont-Saint-Guibert chez Aerospace Lab, une entreprise belge spécialisée dans les microsatellites et qui rend l'intelligence géospatiale exploitable et abordable. Merci à Benoît Depaire, le fondateur de cette société, de nous accueillir chez lui. En duplex également avec moi, Madame Isabelle Waekmans, ministre de la Culture, des Médias, de la communauté germanophone. Et puis, à ses côtés aussi, Monsieur Mathieu Michel, secrétaire d'État à la digitalisation et adjoint au Premier ministre. Monsieur Depaire, merci de nous recevoir. Alors, tout ne va pas trop mal dans tous les secteurs. Il faut aussi montrer les réussites entrepreneuriales belgo-belges durant cette période. En tant que fondateur et CEO d'Aerospace Lab, concrètement, pouvez-vous nous expliquer le rôle de votre entreprise et que pouvez-vous nous dire au sujet de la santé économique de votre entreprise? La période Covid vous a-t-elle permis de mieux travailler ou une certaine paralysie aussi dans votre secteur s'est faite ressentir? Bonjour, oui, la crise Covid a impacté notre activité. Donc on fabrique des microsatellites, on en fait la conception, l'assemblage, ensuite on exploite des satellites. Et ce qu'on a vu avec la crise Covid, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de ralentissement du côté satellite, qui n'est pas impacté comme l'aviation par exemple. Donc les commandes ont été engrangées chez nous, on tourne bien, on a une belle croissance, on a recruté pas mal de personnes cette année-ci. On a juste dû apprendre à travailler en fait différemment, avec plus de 90% des collaborateurs qui sont en télétravail permanent, des fois même en dehors de Belgique. Et du coup, on a dû mettre en place des process d'organisation qui n'étaient pas forcément encore éprouvés, vu qu'on est une jeune société, et on a dû accélérer ces plans de déploiement. Merci beaucoup, Monsieur Depaire. Madame Waekmans, vous êtes bien placée pour parler du numérique et des emplois que cela génère, puisqu'en communauté germanophone, vous avez lancé de nombreux projets dans le domaine de la numérisation, tels que la promotion d'espaces de coworking, et votre plus grand projet est l'extension de la fibre optique dans l'est de la Belgique. Sur le terrain, ça génère donc beaucoup d'emplois. Oui, tout à fait. Vous l'avez évoqué. Donc, on a un constat clair et consternant aux communautés germanophones, c'est que 60% de notre territoire n'est pas bien connecté. Donc, on est en 60% de zones blanches. Donc, pour nous, en tant que politique et pour moi-même, donc notre rôle est de voir l'attractivité de nos régions accroître. Et donc, on a pris ce problème à pas de corps et on a décidé de déployer la fibre optique sur tous les territoires de la communauté germanophone en dehors les 4 ans. Donc, chaque ménage, chaque entreprise va être connectée à ce réseau fibre optique. Et je me réjouis aussi que ce projet est financé et intégré dans le plan de relance national. Donc, c'est vraiment une belle chose. Et c'est clair que ceci va bien sûr aussi générer plus d'emplois, aussi donc bien sûr faire notre région plus attractive. Et donc, c'est une bonne perspective. Merci beaucoup, Isabelle Waekmans. Monsieur Michel, le Covid a permis un accroissement colossal de l'économie numérique grâce aux commandes en ligne, au télétravail. Alors, c'est une question un peu paradoxale, mais est-ce que cette pandémie aura été un coup de fouet pour ce secteur dont vous vous occupez? Est-ce que vous pensez qu'une nouvelle ère économique est en train de s'ouvrir? Alors, je pense qu'avant tout, effectivement, le Covid a été une épreuve collective colossale pour chacune et chacun d'entre nous. Après, c'est clair, on s'en rend compte, ça a été aussi un accélérateur de changement, y compris au niveau digital, et on s'est retrouvé finalement à vivre dans un univers de visioconférence. On a développé davantage la consommation par le e-commerce, on a développé des apéros digitaux. Donc, toute une série de changements finalement dans notre comportement qui sont quelque part autant d'opportunités. Et c'est clair qu'être libéral, finalement, c'est être optimiste. Et c'est de se dire aussi que face à chaque épreuve, eh bien, on peut se renforcer, on peut recréer finalement de nouveaux projets. Et c'est clair que le digital, dans cette épreuve Covid, est probablement un des secteurs qui a démontré en fait à quel point il pouvait s'accélérer rapidement. Et c'est un secteur rempli d'opportunités pour lequel, quand on dit c'est une nouvelle ère numérique, une nouvelle ère économique pour chacune d'entre nous,
je pense que cette ère, elle est déjà présente. On se rend compte qu'il y a déjà un talent exceptionnel en Belgique. Ici, par exemple, à Aerospace Lab, on conquiert le monde, j'ai envie de dire, on conquiert l'univers. C'est-à-dire qu'il y a un vrai potentiel. Et il est important aujourd'hui de le stimuler, de le développer pour effectivement en faire un des axes importants de la relance. On sait qu'il va falloir se muscler, qu'il va falloir recréer de la prospérité partagée. Ça va être un élément essentiel. Donc, je suis assez confiant, moi, parce qu'effectivement, il y a énormément d'énergie. Il y a encore énormément de travail. Je pense que c'est le rôle des pouvoirs publics, effectivement, de renforcer aussi la formation, les infrastructures, comme ça vient d'être dit, renforcer aussi la collaboration entre les acteurs pour aller jusqu'au bout de cet enjeu formidable. Merci beaucoup Mathieu Michel, merci à tous de nous avoir accueillis et on retrouve maintenant Kassem en plateau. Merci Oran, et on voit que l'ère numérique porte bien son nom puisque voilà, elle nous aura permis ce duplex. Alors vous le savez, avec nous les libéraux, eh bien, le combat il est de tous les instants, il ne s'arrête jamais. Des actions quotidiennes et futures qui rythment la vie de nos représentants. Et pour ce faire, voici un condensé des thématiques orientées vers le futur que porte le mouvement réformateur. En 2021, c'est quoi être libéral ? Après l'année écoulée, nous réalisons l'importance de chérir cette liberté, de la préserver. Elle guide notre action politique. Pour nous, libéraux, tout aménagement de cette liberté ne peut se faire que pour une période limitée et dans un cadre clairement défini. Cette quête de liberté est le moteur du redéploiement de nos sociétés. Ces engagements se retrouvent autant dans le cadre de la gestion de cette crise, où nous nous battons pour que des expérimentations tests soient réalisées, pour que notre créativité et l'innovation nous permettent de vivre malgré le virus, et que la société et ses nombreux secteurs d'activité puissent revivre. C'est cette priorité que nous voulons refléter à travers notre engagement pour un nouveau pacte social et fiscal. Il nous mobilisera tous. Nous serons aux côtés de ceux qui prennent des risques et investissent pour créer la Belgique de demain. Ceux-ci doivent être récompensés et non plus sanctionnés. La liberté, c'est aussi croire en l'avenir et favoriser l'émergence des technologies qui amènent le progrès. Le digital et les startups ambitieuses qui l'appliquent, le gaming en favorisant l'édition des jeux vidéo, l'intelligence artificielle et ses promesses au service de notre intelligence humaine, notre futur énergétique qui sera lui aussi porté par le progrès et la technologie, l'intelligence de tout un chacun. Être libéral, c'est surtout croire en chaque femme et homme pour donner le meilleur de soi. Cette inébranlable foi en l'individu nous amène à respecter ses choix et à mieux les accompagner. C'est ainsi que nous menons un chantier de lutte contre les discriminations, car une société qui crée de la richesse est une société qui ne laisse personne sur le côté. Notre travail se poursuivra également aux côtés du secteur culturel et notamment sur le statut des artistes en respectant le processus de création et en donnant enfin aux artistes et techniciens du secteur le statut qu'ils méritent. Nous l'avons vu durant cette crise, ils nous sont indispensables. Nous travaillerons également à la création d'un nouveau statut fiscal et social pour les gamers, à une fédération qui reconnaît l'e-sport et ses acteurs qui ont fait évoluer le secteur vers une activité économique dynamique et créatrice d'emplois. Être libéral, c'est croire en un État efficace et mieux géré, car nous ne pouvons garantir la liberté sans la responsabilité de nos deniers publics. Nous le devons aux générations futures. Enfin, être libéral, c'est considérer que la sécurité est la première des libertés et la première condition à l'émancipation, loin de l'angélisme de certains. Ce sont toutes ces facettes du libéralisme aujourd'hui qui nous permettront de créer la société libérale de demain. Soyons ensemble, tournés vers un avenir positif et plus que jamais, fiers d'être des libéraux. Ce sont de belles perspectives qui nous attendent. Dans quelques secondes, c'est au tour de notre président, Georges-Louis Boucher, de venir prendre la parole pour son discours. Après cela, ne manquez pas l'échange questions-réponses entre Egbert Lacarte et Georges-Louis Boucher. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions, ils y répondront. Et juste après le discours de notre président, place au groupe Lemon Straw, le groupe pop montois mené par Gianni Sabia. Tout de suite donc, c'est le discours de notre président, Georges-Louis Boucher. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à l'ensemble, ou en tout cas une petite partie de nos membres qui nous suivent également via Zoom. C'est ce public virtuel qui me permet de ne pas m'adresser uniquement à un écran, mais de voir des vrais gens derrière, de voir leurs réactions, parce que ça nous manque. Et il y a un an, lors du précédent discours du 1er mai, je pense que nous sommes peu à avoir imaginé qu'un an plus tard, nous en serions toujours là, à devoir organiser un rassemblement virtuel et d'être à ce point coupé de nos liens sociaux, de ce que finalement nous préférons, nous les politiques, le contact, la rencontre,
l'échange. Vous savez à quel point ça me tient à cœur et donc je tiens à vous dire que vous me manquez fortement. Mais je sais aussi que nous sommes plus près de la fin de ces difficultés que du début. Et donc, à ce titre, je me réjouis de pouvoir vous retrouver dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans les sections, dans les arrondissements, au niveau des fédérations, pour pouvoir aussi activer la vie de nos sections. Alors, je vous le disais, ça fait plus d'1 an aujourd'hui que nous sommes en crise. Et plus d'1 an après, les solutions ne peuvent plus être les mêmes. Nous avons dû, effectivement, dans l'urgence, réduire comme jamais les libertés, comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. 1 an plus tard, nous devons, et le mouvement réformateur le répète depuis des mois, nous devons apprendre à vivre malgré le virus. C'est faire preuve de responsabilité. La responsabilité de mettre la liberté comme valeur supérieure, comme valeur absolue dans une démocratie, car la liberté est le seul moteur possible pour l'émancipation de l'individu. Mais c'est aussi la responsabilité de penser à nos soignantes, à nos soignants, à nos hôpitaux et de bien sûr ne pas faire n'importe quoi, mais via des expérimentations qui ont enfin débuté cette semaine. Et je souhaite remercier l'ensemble des ministres du mouvement réformateur ainsi que nos députés, nos élus qui se battent pour que cette réalité advienne. Eh bien, grâce à ces expérimentations, nous pourrons déployer des protocoles qui doivent nous permettre de continuer à vivre, quelle que soit l'évolution du virus. Le vaccin est bien évidemment la réponse principale à cette crise, mais elle ne peut être la seule. Nous devons être en capacité d'être créatifs et de ne pas rester dans une stratégie qui consisterait à fermer ou ouvrir. Fermer, justement, c'est malheureusement le cas de beaucoup de secteurs économiques aujourd'hui. Pour ces secteurs, je voudrais leur dire à quel point nous pensons à eux, nous travaillons pour qu'ils puissent réouvrir le plus rapidement possible et nos ministres travaillent aussi pour que les aides soient à la hauteur. Alors ces aides ne sont bien évidemment pas suffisantes. Ce qu'il manque aujourd'hui, et je dirais particulièrement à nos indépendants, c'est le fait de ne pas pouvoir développer leur projet de vie, le fait de ne pas pouvoir déployer ce pourquoi ils se battent depuis de très nombreuses années, ce pourquoi ils ont organisé l'ensemble de leur existence. Et donc les aides peuvent parfois, bien évidemment, passer quelques caps sur le plan financier. Mais elles ne rendent pas cette bonheur, cette possibilité de pouvoir travailler et développer son activité. Alors, ce discours a une résonance particulière dans un contexte politique qui, lui, est aussi bien particulier puisqu'il intervient au moment de la négociation de l'accord interprofessionnel. Aujourd'hui, je vois des partis à gauche, je vois particulièrement l'extrême gauche, qui agite, qui fait en sorte de créer des tensions sociales dans notre pays. Alors bien sûr, moi aussi, je veux m'adresser à Déborah, qui est caissière à Nieuport, et lui dire que contrairement à ce que lui indiquent ces syndicats, contrairement à ce qu'indiquent certains partis de gauche en vue de quelques besoins électoraux, l'augmentation salariale ne sera pas de 0,4%. Elle sera, grâce à l'application de la loi de 1996, de 3,2%. Cette augmentation salariale, elle peut atteindre jusqu'à 6% dans certains secteurs qui ont octroyé des aides spécifiques pour remercier de manière tout à fait légitime le personnel qui s'est battu lors de cette crise. Que Déborah sache bien une chose, ainsi que toutes les personnes qui sont dans sa situation, c'est que le mouvement réformateur est le vrai parti des travailleurs. Car nous considérons que les travailleurs doivent continuer à gagner plus. Pour ce faire, nous avons des propositions fiscales que je développerai par après, avec aussi la nécessité d'avoir un différentiel plus grand entre les revenus de l'allocation sociale et les revenus du travail. Mais si je m'adresse à Déborah aujourd'hui, je veux aussi m'adresser à Benjamin de Mons, à la tête d'une agence de voyage, son agence de voyage, lui qui est à l'arrêt aujourd'hui, ou presque, lui qui devra aussi appliquer les 3,2% d'augmentation salariale alors que son secteur aujourd'hui génère des pertes. C'est ça la différence du mouvement réformateur. Nous n'opposons pas les gens les uns aux autres. Nous cherchons le meilleur choix qui permet de garantir l'intérêt général, celui de Benjamin et aussi celui de Déborah. Alors il y a bien sûr l'accord interprofessionnel et certains ont essayé d'amener la question des dividendes. Est-ce que véritablement l'État fédéral doit se priver aujourd'hui de plusieurs centaines de millions d'euros de rentrées
via ses participations chez Proximus, chez Belfius, via également l'impôt que rapportent ces dividendes. Est-ce que véritablement, même si l'idée peut paraître séduisante à l'oreille, c'est intelligent de priver l'État de plusieurs centaines de millions pour des politiques sociales, pour des politiques publiques, pour garantir un mieux-être pour chacun? À travers ces deux exemples, j'ai voulu vous démontrer la bêtise, le danger que représente la gauche extrême ou l'extrême gauche. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que ces idées sont en train de contaminer quelques partis qui comptent et espèrent, en lui courant après, gagner quelques voix. Ça ne marchera pas, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible non plus d'augmenter toujours les taxes. Ça n'est pas possible pour une raison très simple. C'est que notre pays est déjà un des pays les plus taxés du monde. Et d'ailleurs, au sujet des taxes, vous constaterez que souvent, nous taxons les comportements que l'on estime nocifs, que l'on estime mauvais. Nous avons par exemple souhaité, à juste titre, qu'il y ait moins de fumeurs. Nous avons augmenté les accises. Nous avons souhaité qu'il y ait moins usage de la voiture. Nous avons augmenté les accises sur le carburant. Nous avons également voulu lutter en faveur de l'environnement. Nous avons augmenté et déployé des taxes environnementales. Quelle est donc la logique qui se cache en taxant toujours plus le capital, en taxant toujours plus le travail? Considérons-nous que le capital, qui est la base du développement économique, qui est la base de la création d'emplois, doit être abrogé? Considérons-nous que le travail doit être sanctionné? Ce n'est pas du tout la vision des réformateurs, ni des libéraux. Alors, aujourd'hui, il faut surtout regarder vers l'avenir, vers la relance, vers le redéploiement de notre pays. Ce redéploiement passera par un plan de relance, dont nous avons déjà obtenu un des 3 piliers, c'est le plan d'investissement. Ce plan d'investissement, d'après le Bureau fédéral du plan, devrait créer 3 900 emplois, dont les 2/3 dans la construction. Je salue à ce titre les choix du mouvement réformateur et de l'ensemble des ministres aux différents niveaux de pouvoir. Mais 3 900 emplois, ça n'est pas assez. Nous, les libéraux, nous engageons pour qu'on ait plus d'emplois, pour qu'on atteigne l'objectif du gouvernement fédéral d'obtenir les 80% de taux d'emploi tels que l'ensemble des partenaires ont décidé de fixer la ligne de route pour ce gouvernement Vivaldi. Pour obtenir ces 80% d'emplois, nous devrons passer par des réformes structurelles. J'en énumère quelques-unes qui sont des propositions du mouvement réformateur. La première, c'est de défiscaliser les 360 premières heures supplémentaires afin d'encourager l'activité. Celui qui travaille plus doit gagner plus et le salaire poche doit augmenter pour nos travailleurs. Dans ce même esprit, nous souhaitons également défiscaliser le travail de nuit pour que ceux qui font le choix de sacrifier une partie du confort de vie puissent être mieux récompensés. Pour que le différentiel, encore une fois, avec les allocations sociales soit plus important. Car il est important de venir en aide à chacun, mais il est aussi impératif que tout le monde puisse retrouver les fruits de son travail. Parmi ces réformes structurelles, nous devons également envisager et engager une augmentation de la quotité non imposable d'impôts. Aujourd'hui, vous ne payez pas d'impôts sur les 9 000 premiers euros. Nous devons monter cette limite à 12 000 euros. Pourquoi ? Car cela correspond aux revenus d'intégration sociale. Personne qui reçoit une allocation sociale ne doit être amené à payer de l'impôt, mais surtout, les travailleurs à bas salaire doivent pouvoir mieux vivre des fruits de leur travail. Et ça concerne en particulier Déborah, qui justement, dans un secteur comme la grande distribution, est souvent contrainte, comme ses collègues, à devoir travailler à temps partiel. Parmi ces réformes, il y aura également des réformes en matière de pension. Nous devons accentuer la vitesse de croisière sur la question du bonus pension. Nous devons mettre sur pied un nouveau bonus pension qui pousse les uns et les autres à travailler un peu plus longtemps, mais surtout pour être mieux récompensés. Toujours au niveau des pensions, il est indispensable de pouvoir intégrer la pénibilité du travail. Le groupe MR à la Chambre a déposé un texte en septembre pour que la pénibilité du travail des infirmières et des infirmiers soit reconnue. Cette pénibilité du travail est également la clé pour atteindre la convergence progressive des statuts.
Cette convergence est indispensable si nous souhaitions intégrer convenablement l'économie collaborative. Il est assez ahurissant de voir les débats à Bruxelles où l'on compte interdire Uber. On veut réduire le nombre de voitures, on veut permettre l'émergence des nouvelles technologies, mais on interdit un nouveau mode de transport au lieu de l'encadrer correctement. La réforme de notre droit social est un impératif. Si nous voulons que les nouvelles technologies soient nos alliés, puissent permettre de développer de la croissance et de la richesse sur notre territoire, plutôt que d'en subir d'éventuels désagréments. Alors ces réformes doivent également s'adresser à la jeunesse. Elle souffre particulièrement, elle est aussi et surtout notre avenir. Nous ne pouvons pas la brider, la blâmer, nous devons au contraire la soutenir et lui rendre un avenir désirable. À ce titre, le mouvement réformateur a déployé le projet Rebond, 50 propositions en faveur de la jeunesse, en enseignement, en formation, par exemple le fait de pouvoir récupérer son Erasmus, mais aussi et surtout des propositions en matière d'emploi et en matière de développement personnel. Ainsi, le mouvement réformateur souhaite que nous puissions étaler dans le temps les droits d'enregistrement. Cela permet de faciliter l'acquisition de son premier logement, de son logement d'habitation. Ce logement d'habitation qui est souvent la richesse de ceux qui n'en ont pas, le patrimoine de ceux qui sont nés sans. Nous devons faciliter cet accès aux plus jeunes. Parmi ces réformes, il est également important de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée. Pour ce faire, le mouvement réformateur propose le droit à changer de vie. Le droit à changer de vie, c'est le droit à la démission. Ils sont nombreux les travailleurs aujourd'hui qui ne sont plus heureux dans leur emploi. Ils sont nombreux les employeurs aujourd'hui à se rendre compte que leurs travailleurs ne sont plus heureux, mais le droit social aujourd'hui bloque un éventuel changement. Effectivement, si le travailleur démissionne, il perd ses droits au chômage. Notre volonté est qu'au bout d'un certain nombre d'années travaillées, un travailleur puisse démissionner, garder ses droits sociaux pour une période limitée, une période durant laquelle il pourra se former, il pourra peut-être lancer son entreprise, il pourra changer d'emploi, il pourra changer de vie. Car le credo des réformateurs, c'est de pouvoir être libre de choisir sa vie, mais aussi libre de pouvoir en changer. Un dernier mot pour également vous faire part du danger que constitue l'extrême gauche. Vous me direz, pourquoi en parler maintenant ? Je pense, durant ce discours, avoir pu démontrer que leurs solutions sont des solutions faciles, populistes. Mais leur rapport à la démocratie est également extrêmement dangereux. Le PTB soutient des régimes dictatoriaux, des régimes qui ont réduit les libertés, qui les ont supprimées, qui répriment les opposants politiques, comme ça peut être le cas au Venezuela. Ils ont des positions qui sont plus qu'ambiguës à l'égard de certains actes les plus criminels au regard des droits de l'homme, par exemple vis-à-vis des populations ouïghours en Chine. Le PTB a clairement un problème avec la démocratie et même s'ils sont d'une apparence bien sympathique, leur programme est dangereux. Nous, les réformateurs, nous serons les opposants, nous serons les remparts à l'égard de l'ensemble des extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Pour finir, un mot personnel. Vous le savez, notre formation politique, le Parti libéral, qui fête ses 175 ans cette année, est souvent l'objet d'attaques, est souvent l'objet de critiques. C'est normal. C'est normal quand on veut casser les codes, bousculer l'ordre établi, être en rupture avec un système qui ne fonctionne plus tout à fait bien. Mais vous, les militants, soyez fiers, engagez-vous, marchez la tête haute, soyez fiers de porter la plus belle philosophie politique de l'histoire de l'humanité, soyez fiers d'être des libéraux. Fingers on the trigger, please feel free to take a sip. We can cross the line, I'm afraid there's no place for compromise. I don't want any trouble, but somebody open fire like a soldier till it's over.
side. Lifeline in my hand. Please, baby, keep your chain up. In there, it won't belong. I don't wanna lose you. I love you so. I waited for you nights and days. One of these days we'll dance again. I will do everything I can. I know angels never die. One of these days we'll dance again. I will do everything I can. I know angels never die. Being together now is insane. Do not let them get the best of you. We found the bridge to cross the river. In there it won't belong. I don't wanna lose you. I love you so. I waited for you nights and days. One of these days we'll dance again. I will do everything I can. I know angels never die. One of these days we'll dance again. I will do everything I can. I know angels never die. One of these days we'll dance again. I know angels never die. One of these days we'll dance again. I will do everything I can. I know angels never die. One of these days we'll dance again. I know angels never die. One of these days we'll dance again. I will do everything I can. The angels never die. Voilà, c'est comme ça. Donc il va lancer test. Test va poser une question à Monsieur en gris. Ok? C'est clair ou pas? Oui. Ok.
Et merci au Lemon Straw pour ce chouette accompagnement musical. C'est l'instant donc de notre séance questions-réponses aux présidents libéraux avec Berthe Lacarte, président de l'Open VLD, et Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur. Et j'accueille en plateau ma collègue et homologue, enfin pas tout à fait homologue, mais ma collègue des jeunes VLD. Tu es la présidente, Tess. Et on va commencer avec une question avec Berthe Lacarte. Ja, ik kreeg een vraag, Egbert, voor jou. Koen vraagt op Facebook: meneer Lachaert, wat betekent 1 mei voor u? Oui, d'abord bonjour à tout le monde. Ik zal mijn vragen in het Nederlands antwoorden en Georges Louis in het Frans. We kunnen het ook omgekeerd doen, maar volgend jaar gaan we dat zo doen. Nee, 1 mei is natuurlijk die dag waarop we iedereen onder de aandacht brengen en feliciteren die werkt en onderneemt in ons land. En die zorgt dat ons land welvaart heeft. Die zorgt dat we de taart hebben die we aan iedereen kunnen uitdelen. Dat de mensen die ziek zijn, die het moeilijk hebben, dat we die een uitkering kunnen geven. Maar dat kunnen we alleen maar als er genoeg mensen werken en ondernemen. En mensen die die twee uit elkaar proberen spelen, zoals ik soms hoor, die maken eigenlijk de welvaart kapot in ons land. On continue avec une question à vous, Georges-Louis, une question qui nous vient de Facebook de Yacine. Georges-Louis, que représente pour vous la présence d'Egbert Lacarte aujourd'hui à ce 1er mai? Je vais déjà remercier Yacine pour la question parce que je voulais remercier Egbert pour sa présence. Mais vous le savez, depuis qu'on est tous les deux présidents, Egbert et moi, on a vraiment voulu renforcer les liens entre le MR et l'Open VLD. On n'est pas tout à fait le même parti parce qu'on est dans 2 zones géographiques, de régions avec des réalités différentes. Mais nous sommes avant tout des libéraux. Nous sommes des libéraux, nous sommes belges. Et vous savez, je le dis souvent, je partage beaucoup plus avec un libéral flamand qu'avec un communiste de Mons. Et donc, pour moi, c'était très important que l'Open VLD, avec qui on a décidé de travailler ensemble, d'avancer ensemble au niveau fédéral. On le sait, le fait que nous avons été liés a changé beaucoup de choses aussi dans la configuration du gouvernement. Je crois que Bart de Wever s'en souvient. Et pour le reste, nous souhaitons, dans les prochaines années, avancer ensemble parce que nous croyons aux mêmes valeurs, la valeur de liberté, surtout, la valeur de responsabilité, mais aussi l'égalité des chances. Et ça, le projet politique du côté du VLD fait que c'est plus que notre meilleur allié, c'est notre frère. Et donc, entre frères, on est extrêmement liés. Merci Georges-Louis. On continue. Tess? Ik heb ook een vraag binnengekregen van Jessica. Vraag ook voor Egbert. Het laatste jaar is voor iedereen zwaar geweest. Welke boodschap van hoop en vooruitzichten willen de liberalen op 1 mei geven? Ik denk dat we echt wel nu toch op het punt staan dat we onze vrijheid terug kunnen krijgen. Het is een ongelooflijk moeilijk jaar geweest voor iedereen. Ja, wij hebben dingen moeten doen als liberalen die we niet graag doen, hè, die echt tegen ons DNA ingaan. Dat is tegen mensen zeggen dat ze moeten thuis zijn op een bepaald uur, dat een horeca-ondernemer niet mocht open zijn, dat mensen niet mochten gaan werken, is compleet tegen onze natuur in. Maar het was nodig om mensen te beschermen die in het ziekenhuis gingen belanden en die gingen sterven. Omdat met Sophie Wilmes denk ik dat wij de pandemie, eerste golf, tweede golf, zo goed mogelijk gemanaged hebben. En deze winter ook. Maar nu komt er een ander stadium. Er zijn de vaccins en je ziet dat die werken. We hebben nu 3 miljoen mensen die een vaccin hebben en je ziet dat die ziekenhuiscijfers dalen. En dat we op 8 mei die terrassen gaan kunnen openen en dan in juni die horeca en veel zaken binnen ook terug gaan kunnen openen. De avondklok gaat er ook aan volgende week. Dus die vrijheden komen terug. Eigenlijk is deze 1 mei het begin van de feest van de bevrijding. En wij gaan samen 175 jaar Liberale Partij vieren in september. Iedereen moet dat in zijn agenda schrijven. Dat wordt de party van het jaar. Het vrijheidsfeest. En vanaf dan doen we het misschien elk jaar opnieuw. Merci Egbert. Egbert chantera cette grande fête de la liberté. Ah d'accord, hâte de voir ça. N'hésitez pas à envoyer vos questions, continuez à nous envoyer, vous êtes nombreux. On continue avec vous, Georges-Louis, une question de Polo sur Twitch qui nous dit si vous deviez citer la grande priorité des libéraux en ce 1er mai 2021 et pour les années à venir aussi, quelle serait-elle? Vous en aviez un peu parlé notamment dans votre discours. Mais la grande priorité, allez, si je devais choisir un élément parmi tous, c'est bien sûr la baisse des impôts sur les bas et moyens revenus. C'est le principe de la liberté. Les gens, à un moment donné, travaillent, ils doivent être mieux récompensés pour leur travail. Alors c'est évident que dans le discours que j'ai donné, il y a une mesure qui me tient à cœur, c'est aussi ce droit à démissionner pour changer de vie. Vous auriez un chômage limité dans le temps. Mais toutes ces mesures, parce que c'est compliqué de dire une mesure, toute notre volonté, elle se base sur 2 aspects. Plus de liberté, parce que c'est le moteur de l'émancipation, et plus de bien-être.
parce que les gens ont beaucoup souffert. Et il est temps de rendre un peu de bien-être, un peu de douceur, un peu de perspective. Et pourquoi c'est aussi important? Parce qu'aujourd'hui, on a des populistes. On a des populistes de droite du côté flamand, on a des populistes de gauche et des extrémistes du côté francophone. Et ces gens-là, leur carburant, c'est le malheur de nos citoyens. Et donc, on a le devoir de rendre aussi du bonheur, ou en tout cas les conditions du bonheur, pour que justement, on montre à quel point le système de la démocratie libérale est le meilleur d'entre eux. Donc, vraiment, la baisse des impôts sur les bas et moyens salaires pour que les gens puissent vivre plus dignement. Merci, Georges-Louis. Ja, ook Sophia heeft een vraag. Wat vindt u van de aanval van Paul Magnet tegen de werkgevers in de Vlaamse media? Ziet u nog een verschil met de extreem linkse populisten? Ik vind dat echt heel gevaarlijk wat Paul Magnet gisteren gedaan heeft en in de kranten en op radio in Vlaanderen verteld heeft. Dat is een 19e-eeuws verhaal. Dat is de tegenstelling tussen mensen die ondernemen en de mensen die werken. En hij zei dan in de tijd, ja, het is game over voor de werkgevers. Laat ons duidelijk zijn, als het game over is voor de werkgevers, is het game over voor iedereen. Want dan zijn er ook geen jobs, dan zijn er ook geen mensen die werken en is er ook geen welvaart en heb je ook geen sociale zekerheid. Dus ik begrijp dat niet, dat Paul Magnet zich op deze manier laat opjagen door de PTB. Maar laat ons eerlijk zijn, daar gaat het hem om. Het is een opbod langs de linkerkant tussen communisten en socialisten, waar op het einde van de rit de welvaart in ons land op het spel staat. En dat is iets wat wij niet zullen laten gebeuren. Als liberalen gaan wij ons daartegen verzetten. Wij staan voor mensen die elke dag werken en die inderdaad meer mogen verdienen en overhouden. En mensen die ondernemen en die daar ook iets mogen aan overhouden, want zij nemen risico's. Dus ik begrijp die recepten niet. Die kunnen nefast zijn voor de welvaart in ons land. En als liberalen zullen we ons daar zeker tegen verzetten. Merci Egbert. Egbert vient d'en parler, le PTB, le danger du PTB. Et cette question qui nous vient de Twitch. Georges-Louis Boucher, vous mettez en garde contre la bêtise et le danger de l'extrême gauche. Raoul Edebo manipule les gens et assène des contre-vérités du matin au soir. Comment, concrètement, les contrer? Je pense qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Il y en a deux, en fait. C'est la pédagogie. On doit tout le temps expliquer. J'ai essayé pendant le discours d'expliquer une série de mécanismes parce que leur force, en fait, c'est qu'ils disent des choses simples. Mais si le monde était simple, on n'aurait plus besoin de politique. Si le monde était simple, les choses se dérouleraient naturellement. Notre travail, c'est de faire en sorte que les besoins des gens sont quasi illimités, et c'est normal. Et de l'autre côté, nos ressources sont, elles, extrêmement limitées. Donc on doit vraiment veiller à la meilleure répartition possible, surtout en laissant la liberté. Et le deuxième élément, et ça c'est un message que je fais passer à tous nos militants, aux militants de l'OpenVLD aussi, il faut faire, alors c'est bizarre en période Covid, mais il faut être sur le terrain. Dès qu'on peut retourner dans les rues, sur les marchés, sonner aux portes des gens, il n'y a pas 10 000 manières de convaincre quelqu'un. La presse, c'est bien, les médias sociaux, c'est très bien, mais la meilleure chose, c'est le contact humain, physique. Vous savez que je viens d'une ville qui n'est pas encore à majorité libérale, et je le vois quand on discute, quand on explique, les gens attendent un projet positif, un projet enthousiasmant. Ce projet, c'est nous qui devons le porter et l'expliquer. Merci, Georges. Ja, ik heb een vraag ook gekregen van jonge studenten op Facebook. Ik studeer in juni af. Zal de economie weer snel aantrekken en zullen we snel een job kunnen vinden? Ik ben op zich optimist, want natuurlijk heel veel mensen hebben nu een jaar thuis gezeten, ook zaken niet kunnen uitgeven die ze van plan waren van uit te geven. Dus de consumptie staat laag. Maar wat gaat er gebeuren, hoop ik, als de zomer komt en we zijn uiteindelijk allemaal toch wat uit deze crisis? Volgens mij komt het vertrouwen dan terug. En hebben mensen ook veel uitgaven uitgesteld. En als mensen dingen beginnen uitgeven, beginnen consumeren, dan verkopen winkels meer, dan beginnen zelfstandigen meer te verkopen en dan groeit de economie. Dan hebben we meer jobs en meer inkomsten voor de overheid, zodat ze ook de belastingen kan verlagen. Dus op zich ben ik eigenlijk optimistisch dat na de slechte economische cijfers we nu heel goede cijfers gaan krijgen met een goede groei. Dus ik hoop voor deze studenten dat we in september zien dat die economie toch normaal kan terug floreren en groeien en dat inderdaad jobs gaan groeien. Georges-Louis, Amber sur Twitch nous pose cette question. Que pensez-vous des dernières déclarations de certains socialistes, notamment de Conor Rousseau, visant à mettre fin à la distribution de dividendes? Allez-vous autoriser que les gens qui investissent dans notre économie et l'emploi soient ainsi sanctionnés? Non, parce que ce n'est pas raisonnable. Et ça fait vraiment partie des idées, je suis désolé de le dire, mais des idées populistes. Parce que c'est facile de dire aux gens,
il n'y aura pas de dividendes. Tout le monde applaudit parce qu'on dit c'est les multinationales, les très riches, etc. Savez-vous qu'un grand récepteur de dividendes, c'est l'État belge? Est-ce qu'on va dire à l'État belge, plus de dividendes chez Proximus, plus de dividendes chez Belfius? Et surtout, les dividendes génèrent de l'impôt. Vous payez ce qu'on appelle un précompte mobilier qui fait que l'État perçoit de l'impôt sur vos dividendes. Ce sont des centaines de millions d'euros que l'État, dont l'État se priverait si jamais on appliquait cette mesure. Ça veut dire des centaines de millions d'euros en moins pour la sécurité sociale, pour les services publics. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une fausse bonne idée, c'est que ça sonne bien à l'oreille, mais dans le concret, ça crée des catastrophes. Donc on ne va pas le faire, mais dans le même temps, il faut être aussi raisonnable. Moi, j'en ai parlé avec la FEB, je crois que les entreprises doivent aussi être prudentes, doivent être raisonnables. Ce n'est pas l'époque des grands dividendes. Si des patrons envisagent de se donner des bonus de 50, 100%, 150%, c'est certainement pas maintenant qu'on demande aux travailleurs de faire des efforts qu'il faut faire ce genre de choses. Donc les entreprises ont une responsabilité sociétale. Interdire les dividendes, c'est catastrophique. Faire n'importe quoi, c'est aussi catastrophique. Donc on demande que tout le monde soit raisonnable, mais intervenir par la loi n'est pas une solution. Ja, dan heb ik alweer een vraag ook via Twitch van Jens. Welke reacties krijgt u in de straat over uw samenwerking met MR? Op zich in de straat valt dat mee, want natuurlijk een mens kan niet veel buiten lopen op dit moment. Maar de samenwerking sowieso is heel goed. En Georges Louis heeft het daarnet al gezegd. Sinds wij samen voorzitter zijn van de partij, zijn de banden eigenlijk wel heel intens geworden. Naast het feit dat we persoonlijk gewoon goed overeenkomen, zitten we ideologisch ook heel dicht bij elkaar. Er is zelden iets als wij samen aan het spreken zijn, wat we van mening verschillen. Dus op zich, ideologisch hebben wij als Nederlandstaligen, als Vlamingen, is Georges Louis toch echt iemand die ideologisch liberaal heel zuiver in zijn DNA is. En voor ons als liberalen in Vlaanderen is dat heel leuk om zo iemand te zien langs de Franstalige kant, waar al die linkse partijen constant domineren en eigenlijk economische recepten hebben die eigenlijk voor het zuiden van het land niet goed zijn. De echte uitweg voor het zuiden van het land naar meer welvaart en meer welzijn is via de MR en is via zuivere liberale ideeën. En met iemand als Georges Louis en iedereen in de regering en de samenwerking die we hebben, zijn we zeker dat we ook voor Wallonië en Franstalig België op de goede weg zijn met de samenwerking. Georges Louis, une question de Mina sur Facebook. Donc une question de Mina sur Facebook. J'ai entendu des propos assez durs de Fergan Aziari pendant le premier échange sur les mesures sanitaires et leur impact sur la liberté. Il a même parlé de dictature sanitaire dans une carte blanche. Que pensez-vous, vous, en tant que président du MR, et quel message doit porter les libéraux à ce sujet? Mais je pense qu'il faut distinguer les rôles de chacun. Donc le but du MR pendant ce 1er mai, c'était de donner la parole à la société civile. Parmi cette société civile, il y a des intellectuels. Vous avez eu des gens qui viennent de différents horizons, aussi du secteur de la jeunesse, par exemple, des acteurs de terrain. Et donc, je peux tout à fait comprendre, d'un point de vue philosophique, qu'on ait cette approche-là. Parce que le philosophe doit penser le monde, doit amener du sens au monde. Le politique, lui, doit aussi faire face parfois à des réalités qui sont plus compliquées, mais sur le fond, il a tout à fait raison. Et quand je dis plus compliqué, c'est juste que la prise de décision, certainement pas sur le plan intellectuel. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs la philosophie. Je défends souvent le principe de philosophie libérale. Et je pense justement, et c'est pour ça que nous avons invité aussi des intellectuels, ce qui manque dans la politique belge, c'est qu'on ne connaît plus assez les philosophies politiques et on ne se ramène plus souvent ou pas assez au vrai projet de base des partis. Vous savez, quand vous avez un doute, repensez à votre philosophie historique, ça vous aide souvent à trouver les solutions. Ce que je veux dire par là, c'est que les politiques ont été confrontés à un élément d'urgence. Et donc en urgence, on a effectivement dû fermer, et les décisions qui ont été prises étaient des décisions inévitables à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus malin, avec un an de recul, on connaît beaucoup plus de choses. À l'époque, ce n'était pas le cas. Par contre, au bout d'un an de crise, on ne peut plus rester dans cette situation. Et donc, on doit apprendre à vivre malgré le virus, passer, comme on a dit, d'une gestion de crise à une gestion de risque. C'est pour ça que nous avons demandé des expérimentations depuis de nombreux mois. Nous les avons obtenues, elles sont en train de se produire. Ces expérimentations doivent nous apprendre à maintenir l'activité humaine, la liberté, mais
d'adapter notre organisation de société pour qu'on puisse, quelle que soit l'évolution du virus, continuer à vivre malgré tout. Donc pour nous, les libéraux, premier impératif, notre intelligence, tout ce qu'on a acquis comme information, doit nous permettre d'avoir une autre stratégie. Deuxième impératif, il faut avoir les libertés le plus rapidement possible. Tout à l'heure, Egbert parlait d'une fête de la liberté en septembre. On doit maintenant faire une marche vers le retour des libertés sans machine arrière. Et je pense d'ailleurs que ce sera peut-être un beau débat lorsqu'on évoquera la révision de la Constitution, de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas rajouter quelques articles favorables à la liberté, qui rappellent certains principes, qui encadrent certaines dispositions, parce que ce sera l'occasion aussi de rappeler que notre pays est un des premiers pays libéraux dans sa constitution à travers l'Europe et même à travers le monde. On a une constitution qui était très moderne, rédigée par des libéraux. Et donc on est assez fiers que ces personnes aient pu être nos prédécesseurs. Merci Georges-Louis. Goed, ik heb een ander soort vraag. Het is mij opgevallen dat Georges-Louis een nieuw kapsel heeft. En ik krijg de vraag van Laura op Facebook wat jij vindt van het nieuwe kapsel van Georges-Louis, Egbert. Ik moet zeggen, wanneer was het? 1,5 maand geleden zijn de kappers opnieuw dichtgegaan. Er is een maand met Georges-Louis niet veel huis te houden geweest zijn. Als die kappers dicht waren, is hij heel slecht gezind. Dus als de kappers open waren, ik zag hem 2 dagen later, was hij naar de kapper geweest. En nu ziet het er inderdaad wel wat korter uit. Hij ziet er nog jonger uit dan voordien. Maar zolang dat hij niet in zijn baard begint te knippen, is het goed. Maar jullie lijken nu ook wel meer op elkaar, natuurlijk. En tout cas, il y a un peu d'inspiration d'Egbert quand même. Je me rapproche plus d'Egbert maintenant qu'avant. Donc c'est toi qui as montré le chemin. Mais la barbe, je ne vais pas encore faire, peut-être plus tard. On a une question de Lucie sur Facebook. Georges-Louis, vous avez participé au Container Cup en Flandre cette semaine contre Bart de Wever. Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut encore en comparaison à l'été dernier et la formation gouvernementale? Il en a fait un défi plus politique que sportif alors que vous étiez tous les deux très détendus. Mais si je lis la presse, je crois comprendre qu'il m'en veut encore. Mais à titre personnel, je n'ai pas du tout cette vision-là. Bon, il considère que c'est à cause de nous qu'il n'est pas dans le gouvernement. Je crois qu'il se trompe dans l'analyse. On en a beaucoup parlé, mais je rappelle que Egbert et moi, avec Joachim Koens, le président du CDNV, on a travaillé à intégrer la NVA dans le gouvernement. Et pendant ce temps-là, la NVA négociait avec d'autres personnes sans nous le dire. C'est un petit peu bizarre quand on s'est trompé de stratégie de dire c'est de la faute des autres. Vous savez que j'adore la Formule 1. Quand un pilote rate son freinage, il dit c'est de ma faute. Il ne dit pas celui derrière m'a poussé. Il faut quand même être quand même correct en la matière. Après, moi, je ne ressens aucune animosité. Il faut faire la différence entre l'aspect politique, l'aspect humain. Je pense que Bart de Wever est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui a eu un grand succès politique. C'est quelqu'un de très intelligent. Il est plutôt de droite, donc on peut être d'accord avec lui sur beaucoup de sujets. Donc moi, je l'ai déjà dit et je le répète ici. S'il veut qu'on inaugure les terrasses à Anvers ensemble, je suis prêt à l'inviter, à Anvers ou à Mons, mais on peut manger ensemble. Je crois que dans la vie, ça ne sert à rien de garder des rancœurs personnelles, et encore plus en politique, parce qu'il ne faut pas que vos ambitions personnelles ou vos sentiments personnels empêchent parfois la réalisation d'idées ou de faire avancer les choses. Donc moi, en tous les cas, je l'invite bien volontiers pour le féliciter de tous les efforts qu'il a fait dans le container. Le message est passé. De kappers zijn open, maar ook de horecazaken gaan binnenkort terug open en eerst de terrassen. Ik kreeg een vraag van Dieter voor Egbert of u al een tafeltje heeft geboekt voor 8 mei en waar u wil gaan eten en wat u ook nog zal doen voor de horeca. Ik had eigenlijk een tafeltje geboekt voor morgen, maar ja, helaas hebben we 1 mei niet gehaald. Dus ik ga dat nu een weekje uitstellen, omdat morgen is de verjaardag van mijn zoontje. En die is een heel grote fan van kaaskroketjes. Dus ik had al een restaurant geboekt, dus we gaan dat nu volgende week doen op een terras. Ik ben wel heel blij dat heel veel horeca-ondernemers toch die terrassen gaan openen. Ik weet dat het niet voor iedereen een oplossing is, want er zijn nu eenmaal horecazaken die geen terras hebben. Ik roep alle steden en gemeenten ook op om maximum plaats te bieden op het openbaar domein, op pleinen, om horeca-uitbaters een stuk ruimte te geven om voorlopig met terrassen buiten te kunnen werken. En laten we hopen vanaf 1 juni dat we met de cijfers, zoals ze nu wel goed gaan,
de druk in de ziekenhuizen is toch wat aan het dalen. Dat we het in juni halen om die horeca effectief open te laten gaan. Ik denk dat die mensen echt het meest afgezien hebben, samen met zo'n aantal sectoren, zoals evenementen, cultuur, sport. Dat zijn sectoren die bijna een heel jaar dicht geweest zijn. Dat is gewoon een ramp voor die mensen. En daarom net, ook over dat loonoverleg, vind ik het zo erg dat de socialisten dan gaan zeggen tegenover... Ik heb hem Jeff genoemd. Hè. Jeff die horecazaken heeft in Vlaanderen of in Wallonië en die uiteindelijk nog geen euro verdiend heeft de laatste 7 maanden, 0 euro. En dat de socialisten zeggen, ja, je moet beginnen met je personeel 4% opslag te geven of meer dan de 3,2 die voorzien is. Dat kun je gewoon niet maken tegen die mensen. Dat is niet rechtvaardig. Dus ja, we zoeken naar oplossingen die rechtvaardig zijn. En ik hoop dat zij zo snel mogelijk kunnen starten en wij hen de steun kunnen geven om dat te doen. En ik zal heel graag nog een keer opnieuw op restaurant gaan, zodra het kan. Merci Egbert Lacarte. On a commencé avec vous et la première question que Tess vous a posée. On va terminer avec cette dernière question pour vous, Georges-Louis, puisque le temps presse. Une question du traiteur Alexandre Castio de Mons. Comment l'EMR va aider le secteur événementiel concrètement dans les prochains mois? Brièvement, Georges-Louis. Alors, la question est tout à fait pertinente parce qu'au début, on a dû aider tous les secteurs de la même manière. Tout le monde était fermé. Mais maintenant, on doit pouvoir apporter des aides extrêmement spécifiques, secteur par secteur. Donc, le premier élément, parce que l'événementiel, c'est très large. Il y a par exemple de l'ORECA, il y a aussi du catering. C'est la TVA à 6%. TVA à 6% sur l'alimentation, mais aussi sur l'alcool, pour permettre une reprise d'activité plus favorable. C'est pour la fête et la liberté. Hein, exactement, comme ça, ça permettra à plus de traiteurs de pouvoir être présents aussi. C'est également la suppression d'un trimestre de cotisation sociale, la prise en charge du pécule de vacances. Et donc, toutes ces actions ont été portées par les libéraux au sein du gouvernement, par David Clarinval en ce qui nous concerne, en tant que ministre des PME, des indépendants et des classes moyennes. Également des mesures régionales, de notre côté, portées par Willy Borchu. Il y a encore eu un nouveau plan d'aide qui a été adopté. Et effectivement, si des secteurs devaient rester fermés plus longtemps, nous sommes tout à fait conscients qu'il faudra continuer la poursuite. 2 choses très rapidement. La première, c'est que ce que les gens veulent surtout, c'est travailler. Donc ces expérimentations pour obtenir des protocoles, c'est pour les refaire travailler. C'est la meilleure aide qu'on peut apporter. Si même on peut aider à des investissements spécifiques en matière de purification d'air ou d'aération, eh bien ce sera plus utile que de maintenir des gens à l'arrêt. Le deuxième élément, ce n'est pas parce que ces secteurs vont redémarrer qu'il faut arrêter toutes les aides du jour au lendemain. Il faudra maintenir des aides, même au début de leur reprise, pour qu'ils puissent reprendre un peu d'oxygène, pour pouvoir repartir alors vers un marché et en tout cas vers une activité plus normale. Mais en tout cas, je tiens à dire qu'on ne les laissera pas tomber. Ça, c'est un engagement que nous prenons. On est toujours disponible aussi pour les rencontrer, adapter les aides nécessaires. Mais c'est un engagement du MR. Ceux qui sacrifient leur vie à leur projet professionnel, à leur activité d'indépendant, ne seront pas laissés sur le côté. J'en donne ma parole au nom du mouvement réformateur. Je pense que Egbert pourra en faire autant pour l'Open VLD. Tess, merci beaucoup pour cette co-présentation. Egbert Lacarte, merci pour votre venue. Et Georges-Louis, merci aussi pour ces réponses. Merci Juste à un mot, l'ensemble. si vous permettez, pour vous remercier, tous les deux, pour ce que vous avez fait, toutes les personnes qui étaient sur le terrain et toutes les personnes qui sont ici en régie, parce que j'ai l'impression, en tous les cas, que vous avez fait un travail extraordinaire. Et je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement pour ça. Bien, merci beaucoup. Effectivement, merci à tous les techniciens, à toutes les personnes présentes en plateau. Merci aussi à tous nos envoyés spéciaux en région, aux 4 coins de la Wallonie. Merci à nos ministres et merci à l'ensemble de nos élus qui, quotidiennement, travaillent chaque jour pour améliorer notre société. Je vous rappelle que tous les contenus de ce congrès et tant d'autres sont à découvrir en permanence sur notre chaîne YouTube Dreamer. Passez un excellent 1er mai. La journée est loin d'être finie. Belle journée et à très vite.